Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores avec le 138e numéro du menu crowdfunding, l'émission quasi exhaustive dans laquelle je vous présente la grande majorité des nouveaux projets de jeux de société en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFound, Ulule, BackyArcade, j'en oublie encore d'autres certainement, Game on Tabletop, etc. etc. Cette semaine, fort heureusement, ça arrive, et encore heureux, on est sur une semaine très très légère, donc un menu assez hypocalorique, avec un seul dessert, et encore, sur une semaine un petit peu chargée, comme la semaine dernière, il aurait certainement fini dans les plats principaux, mais quand même il était suffisamment intéressant pour se glisser, ou en tout cas il m'a suffisamment intéressé moi, pour se glisser dans les desserts de cette semaine. Et également, hein, sachez-le, même si on s'en contrefout, hein, on s'en tape les baloches au plafond jusqu'à production d'étincelles, il fait très très chaud au Japon depuis hier. Voilà, on est entré un petit peu dans le début de l'été, ça sent bientôt la saison des pluies, parce que oui, on a une saison des pluies en juin-juillet au Japon, c'est vraiment très très chiant, très très humide, ce qui veut dire que au-delà du t-shirt hein, et plus la chemise, je vais certainement aussi faire les menus en slibard, mais heureusement ça vous ne pouvez pas le voir. Voilà, du coup, allez c'est parti pour le menu, entrée, plat, dessert comme d'habitude, par ordre croissant d'intérêt pour les sujets abordés. Et avant de commencer, on va se prendre un petit verre d'eau parce que j'ai déjà très très chaud. Je sens que je vais finir cette vidéo tout dégoulinant de transpiration dégueulasse, mais que voulez-vous, ça va suer. On commence donc par la première entrée de cette semaine. Il s'agit de Race to the Ark, un petit jeu très très familial, on pourrait même dire un jeu d'initiation aux jeux de société que l'on peut jouer à partir de 5 ans, si mes souvenirs sont ouais, 5 ans, mais avec une capacité d'évolution au fur et à mesure que votre enfant grandit, donc théoriquement un jeu qui va grandir en même temps que vos enfants. Voilà, ça peut être sympathique sur le principe en tout cas, on peut y jouer à partir de 5 ans et certainement 6, 7 ans, 8 ans, à mesure qu'ils grandissent, on peut ajouter des petits points de règle supplémentaires. Pour l'instant, 66 contributeurs, c'est pas des masses, 6 jours avant la fin de cette courte campagne et à peine 1500 € d'engrangés, ça galère un petit peu du côté de chez Peter Schultz et Cobblestone Games, dont c'est pourtant le 16e projet sur Kickstarter. Qu'est-ce qu'il y avait eu précédemment Ouais, si j'en reconnais un ou deux vite fait parce qu'on en avait parlé dans le menu crowdfunding, je me rappelle de celui-ci par exemple. The Flight of Icarus également, mais c'est vraiment des jeux qui ont des campagnes très très confidentielles avec 100 backers maximum, quoi, des trucs comme ça. Du coup, rien de très étonnant à voir ce nouveau projet, donc Race to the Ark, avec un nombre de contributeurs très très léger. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où moi je m'enregistre pour une histoire biblique, avoir 66 contributeurs et 6 jours avant la fin de la campagne, ça donne un chiffre un petit peu étrange thématiquement parlant, mais bon, c'est fun. Voilà, pour le reste, ça vend pas du rêve visuellement parlant, mais je pense que pour des très jeunes enfants, ça peut faire le job malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce qui est de Race to the Ark, un petit jeu évolutif pour les enfants et pour toute la famille, bien évidemment. 66 contributeurs, 6 jours avant la fin de la campagne. Projet adjacent au jeu de société, Tiny Tables s'est lancé sur GameFound il y a quelques jours en provenance de Mesas para Juegos. Près de 50 000 € d'engrangés pour 370 backers à l'heure où je vous parle, 11 jours avant la fin de la campagne, pour un projet assez particulier, donc de mini-table, et je vois très honnêtement pas très très bien à quoi ça sert. Donc ça s'apparente à une table de gaming, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que c'est absolument rigiki et ça va juste vous aider à disposer des composants. Ça remplace un petit peu votre aire de jeu, on va dire. Là par exemple, vous voyez des cartes de Everdell, vous voyez des dés, quelques petits jetons de ci de là. Je vois honnêtement pas très très bien l'intérêt. Est-ce que c'est purement décoratif? Est-ce qu'il y a vraiment un but utilitaire là-dedans? Je suis moyen bof convaincu. Est-ce que vous aimez l'adverbe moyen bof? Je l'aime beaucoup personnellement. Voilà, ça présente pas mal visuellement, mais vraiment, encore une fois, je suis pas hyper convaincu de la présence d'une mini-table sur une table. À quoi ça sert? Si ce n'est éventuellement d'avoir un étage supplémentaire et donc de libérer de l'espace en dessous, éventuellement, mais encore une fois, pas hyper convaincu. Et en plus de ça, c'est quand même pas donné, comme vous pouvez le voir.
Voilà donc pour ce qui est des Tiny Tables sur GameFARM actuellement, 370 backers 11 jours avant la fin de la campagne. Si vous êtes de ma génération, ou plus vieux encore, ça vous évoquera forcément un truc. Réservoir Cubes, forcément. Réservoir Dogs, le film mythique, sorti quoi en 90, 11, 12, 13, 14, 15, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Bref, j'étais très très petit, mais je me rappelle l'avoir vu un petit peu sur le tard. Reservoir Cubes, donc le jeu de... comment ça se dit ça? Dade? Aucune idée, qui nous vient d'Italie, un petit print and play, donc très très peu onéreux, comme souvent les print and play, on est à 5€ cette fois-ci, c'est presque dans la zone un petit peu onéreuse du print and play habituel qui tourne plutôt aux alentours de 3-4€. Pour l'instant, 102 contributeurs, 625€ d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne. Il s'agit d'un simili roll and write, qui n'est pas vraiment un roll and write à proprement parler, même si, effectivement, on va jeter des trucs, mais pas des dés, des cubes, en fait, simplement. On va avoir un cube de chaque couleur, comme vous le voyez ici, hein, rouge, noir, jaune, bleu, blanc, chacun avec une spécificité qui lui est propre. On va jeter ces 5 cubes qui n'ont pas de valeur numérique affichée dessus, et on va choisir le leader, puis ensuite par ordre de proximité, les numéros 1, 2, 3 et le lazy, donc le paresseux du groupe, et ensuite on va les attribuer aux différentes cases que vous en avez entreaperçues ici, voilà, pour essayer quand même de choper un maximum de caillasses, de débrancher les caméras de surveillance d'une bijouterie ou d'une banque pour envoler un maximum de thunes à la fin de la partie. Donc vraiment l'inspiration de Reservoir Dogs est assez présente. C'est assez marrant sur le principe, j'aime bien le côté où on jette des cubes, mais c'est pas un roll and write à proprement parler. On va choisir par ordre d'éloignement l'ordre dans lequel on va jouer les petits personnages, les petits cubes en fonction de leur propre spécificité. C'est assez drôle sur le principe. Bon, par contre, ça vend pas du rêve visuellement parlant, encore une fois, hein, c'est pas moche, mais bon, c'est un print and play avec peu de moyens, et ça se ressent. Pas de VF malheureusement, malgré la présence d'une version italienne, une version espagnole et anglaise, mais donc, encore une fois, pas de VF, dommage. 102 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. À nouveau, un projet adjacent au jeu de société, avec tout à l'heure Tiny Tables. Cette fois-ci, c'est GameLax qui va vous permettre de mieux organiser potentiellement vos Kallax. D'où le rime, j'imagine, avec Lax, puisque de toute façon, ils parlent eux-mêmes de Kallax. C'est compatible avec vos Kallax en tout cas, et ça vous permettra de faire des micro-étagères au sein de vos étagères de Kallax. C'est très très méta, si je puis dire. Et pour l'instant, ça a quand même attiré 526 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne et 30 000€ d'engrangés pour ce projet grec de Meeple Keepers qu'on avait déjà vu sur Kickstarter par le passé pour Game Frame. Donc, reprenons un petit peu, hein, brièvement. Juste là, c'est ici. Donc, what is GameLax? Eh bien, vous le voyez ici, hein, permet de ranger un petit peu mieux vos Kallax. Par exemple, tous vos petits jeux, vous pourrez les ranger dans des micro-tiroirs, comme vous pouvez le voir ici. Vous pourrez intégrer des micro-étagères au sein de votre étagère pour éviter d'empiler vos jeux et de niquer un petit peu les boîtes, par exemple. Elles auront chacun une sorte de mini-étagère dédiée. Ce genre de choses, en gros. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps non plus sur le projet, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un jeu, mais ça peut être une solution de rangement assez intéressante pour ceux qui estiment que la Kallax c'est pratique, mais c'est pas une solution idéale. Ça peut être intéressant. Ça ne m'attire pas suffisamment pour me pencher vraiment sur le sujet et songer éventuellement à le backer, mais j'avoue que je comprends tout à fait ceux qui pourraient se laisser tenter par justement l'obtention de ce projet qu'est le GameLax. D'autant plus qu'on peut retirer par exemple toute une partie, enfin tout partie d'un tiroir pour le transporter avec une sorte de poignée comme ceci. Ça peut être marrant aussi, ça peut être pratique pour transporter des jeux. Voilà donc pour ce qui est de GameLax. Juste pour une petite indication, vous avez différents niveaux de pledge bien évidemment qui peuvent aller du 45€, donc relativement abordable, à un truc bien plus conséquent, à 150, à 300, avec parfois des business license, donc attention aussi à ça, vous n'êtes pas forcément le cœur de cible de chacun des niveaux de pledge. Choisissez bien si ça vous tente. Voilà donc pour le GameLax, 19 jours avant la fin de la campagne, il y a quand même 530 contributeurs, c'est déjà pas si mal, 30 000€ d'engrangés pour le moment. Seconde pause flotte. Et vous verrez, plus l'été avance, plus les pauses flottes seront fréquentes parce que il va faire de plus en plus chaud et humide.
ne venez pas au Japon en été, c'est chiant. Sauf si vous venez dans le nord, à Hokkaido, ça passe. Mais le reste, c'est chiant. On continue donc avec License to Kill, encore une petite, un petit clin d'œil à un grand classique du cinéma. Cette fois-ci, je crois que c'est un James Bond avec License to Kill, permis de tuer. Cette fois-ci, License to Krill, pour reprendre le vocabulaire de la pêche à la baleine, enfin pas la pêche à la baleine, mais ce que pêche la baleine pour se sustenter. Petit jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs, dont la boîte est une peluche original, et ça en tout cas on est bien forcé de le reconnaître. C'est vrai que de pouvoir ranger l'ensemble de son jeu dans une peluche dédiée, c'est intéressant comme idée, c'est plutôt bien trouvé. C'est pour des parties de 20 minutes, c'est pour 9 ans et plus, donc encore une fois quelque chose de très très familial, qui malheureusement ne dispose pas de VF, et il y a un petit peu de texte sur les cartes, donc c'est un petit peu chiant pour les publics familiaux francophones, mais bon. Pour l'instant, il y a 177 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne, le projet est financé avec un petit peu moins de 5000 € d'engrangés. Ça nous vient de Maca Games, donc le premier jeu d'ailleurs, même si apparemment le mec conçoit des jeux depuis 2020, mais apparemment c'est leur première sortie vraiment sur Kickstarter. Et donc, quoi qu'il en soit, License to Kill, vous avez donc cette jolie petite peluche de baleine avec une fermeture éclair, et à l'intérieur vous glissez le matos, donc les cartes nécessaires. Et c'est donc un petit jeu très familial avec différentes actions possibles. Vous allez faire un petit peu de draft de cartes, et vous pourrez envoyer la baleine se venger sur vos adversaires en fonction des actions qui se trouvent sur les cartes. Première action, vous allez prendre une carte parmi une rivière, vous allez appliquer potentiellement l'effet qui s'y trouve, et si en plus il y a un effet de baleine, un well action qui est connecté, vous allez potentiellement vous envoyer la baleine sur la tronche, vous voler des cartes, faire ingérer des cartes à la baleine, hein. Donc ça peut être marrant parce qu'en plus les cartes vont ensuite potentiellement revenir, vous pourrez retirer des cartes de la baleine pour les faire vôtres, etc., etc. Ça peut être assez marrant. Visuellement, c'est plutôt joli aussi, c'est plutôt agréable à l'œil. Ça coûte pas outrageusement cher, 25 $ pour un jeu plus une peluche au final, qui est quand même plutôt jolie. Ma foi, pourquoi pas, ça me semble pas être du vol. Par contre, il faut voir également le shipping qui va forcément faire contrebalancer un petit peu tout ça. Voilà donc pour License to Kill, qui pour l'instant n'est pas non plus un énorme succès, 200 contributeurs même pas, 23 jours avant la fin de la campagne, mais c'est financé. Et c'est plutôt un joli petit et mignon projet. Celui-ci, en vrai, j'aurais pu le présenter dans les plats principaux de la semaine, mais il galère un petit peu. Bon, il galère un petit peu, c'est un peu exagéré. Il est financé, il a 300 contributeurs, et en plus, il n'y a pas de VF, donc c'est aussi ça qui m'a fait prendre cette décision de le placer uniquement dans les entrées de la semaine, même si fondamentalement, The Pirate Republic Africa Gambit est plutôt intéressant sur le papier. On est sur un jeu de pirates en bac à sable. De ce point de vue-là, assez intéressant. Vous avez beaucoup de liberté d'action. Vous avez une énorme map sur laquelle vous êtes amené à vous déplacer avec votre flotte, et vous allez avoir plein d'actions à votre disposition pour essayer de devenir le pirate le plus respecté des mers. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour des parties qui vont durer de 2 à 3 heures. Potentiellement un petit peu long. C'est un jeu one shot, mais également avec une sorte de mode campagne avec 16 parties, avec 16 chapitres, donc chacune des parties étant susceptible d'impacter assez fortement les parties suivantes. Ceci étant dit, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours le même groupe de joueurs pour suivre cette campagne. Simplement, la partie que vous venez de terminer va impacter la suivante, mais la partie suivante n'a pas besoin d'être avec les mêmes joueurs. Et ça, c'est plutôt intéressant sur le principe. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait tenté de faire Oath, j'imagine avec un certain succès, même si la VF s'est un petit peu plantée apparemment. Quoi qu'il en soit, vous avez un pledge de base quand même assez cher, donc le ticket d'entrée est quand même pas donné à 79 $, 99 $ pour faire un petit peu de deluxification par-dessus ça, avec quelques petits éléments, par exemple comme des miniatures ou une pièce de métal, je crois, ce genre de choses-là. Pour le reste, vous voyez un petit peu ce à quoi ça ressemble en termes de plateau. C'est plutôt pas mal réalisé. Bon, c'est pas non plus très très beau, soyons tout à fait honnêtes, mais bon, ça reprend un petit peu le style visuel d'une carte un petit peu à l'ancienne. Et à partir de là, vous avez donc votre plateau personnel. En termes de gameplay, il y aura notamment du deck building pour enrichir votre équipage. Vous pourrez avoir pas mal de pick-up and deliver, de recharge de trésors, d'attaques de forteresses détenues par des entités
comme dirais-je, étatique, de l'État anglais, je crois, ici. Il y aura aussi des marins portugais qui seront à votre chasse parfois, etc. Donc vraiment, une liberté de mouvement assez impressionnante qui en fait un jeu bac à sable assez intéressant sur le papier. C'est pour ça que j'aurais pu me voir le mettre dans les plats principaux de la semaine. Mais bon, c'est pas en VF, le nombre de backers est assez maigre et une présentation un peu plus détaillée, type plats principaux de la semaine, aurait nécessité de présenter quand même assez longuement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment en termes de gameplay, où on a parlé donc de deck building, de bac à sable, des petites sortes de modules qui vont venir impacter les parties d'une partie à l'autre quand vous choisissez le mode campagne, on va dire. Les illustrations, par contre, on peut aussi noter qu'elles sont quand même très jolies. Ça n'est pas un style qui plairait à tout le monde. Je suis pas forcément hyper friand de ce style-là, mais je reconnais que les illustrations sont quand même très très réussies. Voilà, pour le reste, un petit aperçu du plateau de votre joueur avec des éléments qui vont venir s'améliorer au cours de votre partie selon vos choix et qui vous permettront d'accéder à des bonus ou encore vous permettra d'aller élargir votre équipage, d'obtenir de nouveaux bateaux également, donc élargir votre flotte et ainsi de suite. Pour le reste, je ne sais pas exactement comment ça se joue, puisque je n'ai pas regardé de vidéo, je n'ai pas regardé les règles en détail, mais ça peut être une expérience assez sympathique, surtout si on apprécie par exemple la thématique des pirates. Voilà donc pour ce qui est de The Pirate Republic Africa Gambit, 300 contributeurs tout rond au moment où je vous parle, 24 jours avant la fin de la campagne et près de 28 000 € d'engrange. C'est le retour de Necro Hamster, Looting Hell cette fois-ci, l'extension du jeu Necro Hamster dont on avait parlé très brièvement Xavier et moi-même sur la chaîne à une ou deux reprises parce que Xavier avait backé la campagne d'origine de ce petit jeu de gestion de main très court, c'est une quinzaine, vingtaine de minutes environ si mes souvenirs sont bons, ça 5 à 15 minutes, 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs donc très familial, mais attention, il y a du texte sur les cartes et c'est en anglais exclusivement, donc ça peut être un peu chiant. Ceci dit, c'est un jeu qui se démarque pas mal par sa direction artistique en noir et blanc, assez particulière, qui a un charme certain. On est entre le glauque et le mignon à la fois. D'ailleurs même le titre du jeu est assez particulier, hein. Nécro-hamster, nécromancien, mais ce sont des hamsters, c'est assez particulier. C'est un jeu assez sympatoche, hein. Vous allez avoir une main de cartes, vous allez à chaque tour devoir ou choisir de poser une carte parmi celles qui sont en votre possession. Simplement pour pouvoir poser une carte, par exemple celle-ci, il vous faudra dépenser 4 autres cartes dont vous devrez ainsi vous défausser. Et donc il faudra avoir la plus grande, la plus belle, la plus efficace horde de démons, de squelettes, etc. dans votre main finale pour espérer l'emporter. Et donc le jeu vient s'enrichir d'une petite extension intitulée Looting Hell qui va venir ajouter des artefacts notamment. Donc pour ajouter encore un petit peu plus de profondeur de gameplay et de rejouabilité. J'avoue que ça fait très longtemps qu'on l'a pas sorti et bon, il y a aussi une raison, c'est que même si c'est un jeu agréable, c'est aussi un jeu relativement oubliable et ça rime avec agréable, comme quoi ce n'est pas forcément quelque chose qui s'exclut l'un l'autre, hein. Ça peut être agréable mais oubliable et c'était un petit peu le cas pour Necro Hamster, même si je pense que Xavier et moi-même aurions tout à fait plaisir à le remettre sur la table un de ces jours. L'extension seule coûterait 15 €, si vous voulez le jeu de base c'est 19 €, mais attention sur l'extension, et si vous voulez le bundle on va dire, donc le jeu de base plus l'extension, il vous en coûtera 34 €. Voilà donc pour Necro Hamster et ses 305 contributeurs, mine de rien, puisque je pense que le jeu d'origine du coup avait dû faire plutôt l'objet de bons retours, j'imagine, parce que c'était pas un jeu qui avait fait beaucoup de backers si mes souvenirs sont bons, mais je me trompe peut-être, hein. Ça fait un bail, c'était quand la première campagne de Necro Hamster, c'était en août 2022, ok, et quand même si 2000 backers à l'époque. Je pense que la DA y était pour beaucoup, et le fait que le jeu était quand même très peu cher aussi. Mais donc 2000 backers, il y a de ça 2 ans approximativement, et là en fin de première semaine de campagne, on est à peine à 300. Autant vous dire qu'on va pas du tout chercher les 2000 backers à la fin de celle-ci, plutôt aux alentours de 1000-1200 grand max à mon avis, ce qui n'est pas forcément très bon signe pour ce qui est de la réputation du jeu d'origine. Voilà donc pour Necro Hamster Looting Hell. Nouvelle pause flotte. Obligé, désolé, j'aurais dû foutre des glaçons. The Last Command, un petit jeu de deck building qui vous en rappellera certainement un autre dont j'ai perdu le nom alors qu'il est hyper connu. Un jeu de deck building avec des vaisseaux intersidéraux.
j'ai perdu le titre parce que je m'intéresse pas au jeu de deck building. J'aime bien le deck building comme un mécanisme parmi d'autres au sein d'un même jeu, mais quand c'est le seul mécanisme d'un jeu, je suis pas hyper fan. Et du coup, The Last Command m'attire pas des masses. 112 contributeurs, le jeu n'est pas encore financé, on est à peu près à 50% du seuil de financement, un petit peu plus que ça. 27 jours avant la fin de la campagne, c'est le premier projet de Sentient Games qui nous vient des États-Unis, oui ça. Voilà, donc pour ce qui est de gameplay, j'avoue que étant pas du tout expert des jeux de deck building, je ne saurais pas trop vous dire en quoi il se démarque du lot. Ceci dit, sachez que c'est un jeu de deck building exclusivement pour 1 à 2 joueurs. Donc attention, configuration assez limitée. Hein. C'est 1 contre 1 ou en solo pour des parties de 30 à 60 minutes pour 12 ans et plus. Voilà pour le reste, hein. Donc qui dit deck building dit souvent, en tout cas aussi un petit peu tableau building, avec bien sûr des centaines de cartes avec des effets plus ou moins variés. Une DA pas vilaine, mais dont je suis pas très fan malgré tout. Et pour le reste, encore une fois, tout ce qui est petite spécificité, petit détail de gameplay de ce type de jeu qu'est le pur deck building, je suis pas suffisamment connaisseur pour vous en parler en détail. Il y aura des cartes d'équipage, il y aura des cartes de flotte, il y aura des cartes de compétences et ainsi de suite. Voilà donc pour The Last Command. J'ai même pas regardé le prix, excusez-moi. Ça c'est pour le retail, donc c'est pour les boutiques. Commander, ici 39$, donc 37€ pour une copie de The Last Command. Pour l'instant, donc 112 contributeurs 27 jours avant la fin de la campagne et 7000€ d'engrangés. On patine un petit peu dans la smoule pour l'instant. La smoule de l'espace, bien évidemment, hein, vous en doutez. Après les hamsters tout à l'heure, c'est au tour des crabes et des crevettes de faire leur apparition sur Kickstarter, ou leur réapparition, comme pour les hamsters tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'il s'agit à nouveau d'une extension, cette fois-ci pour Crabs in a Bucket, avec l'extension Shrimpocalypse, donc l'apocalypse des crevettes. 120 contributeurs, 6500€ d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Il s'agit ici d'un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour des parties très courtes de 5 à 15 minutes, et c'est pour 10 ans et plus, ce qui en fait donc un jeu fondamentalement familial, avec encore beaucoup de texte sur les cartes, donc même si c'est familial, si votre famille dans sa totalité n'est pas anglophone, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est le deuxième projet de Blue Rondo Games. Vous doutez bien que si celui-ci est une extension, c'est que la première campagne c'était déjà Crabs in a Bucket à l'époque. Et combien de backers ça avait fait ce truc-là 550 backers à l'époque, et on était alors en février 2020. Donc encore une fois, ça fait 2 ans, comme tout à l'heure pour Necro Hamster. Ils avaient donc lancé leur campagne plus ou moins en même temps, à quelques mois d'écart. Et cette campagne avec 119 backers devrait certainement faire un chiffre relativement similaire à la campagne d'origine. Pour le reste, hein, vous avez déjà aperçu un petit peu d'éléments, de composants en tout cas, du jeu, donc vous vous en doutez, il s'agit là encore d'un petit jeu de gestion de main avec un petit peu de take that, mais cette fois-ci avec une DA, une palette graphique que je trouve plutôt satisfaisante. C'est plutôt joli, ça donne envie, mais il y a quand même beaucoup de texte et beaucoup d'informations. Ça surcharge un petit peu, je trouve, le jeu, visuellement parlant en tout cas, hein. Par contre, c'est plutôt joli, ça peut être sympatoche, et en plus de ça, ça pourrait être livré pour octobre prochain, donc très rapidement, pour les personnes qui seraient éventuellement les plus impatientes, qui en ont marre d'attendre 3 ans pour recevoir un jeu, alors que je vois qu'en plus dans l'équipe il y a une personne d'origine japonaise, donc forcément, hein, je me dis j'ai envie de soutenir, juste parce que voilà, j'habite au Japon, c'est comme ça, hein, c'est la simili-fibre patriotique de seconde main. Voilà pour ce qui est donc de Crabs in a Bucket Shrimpocalypse, 120 contributeurs 27 jours avant la fin de la campagne. Projet un petit peu particulier sur lequel on arrive maintenant avec BubbleNet. Et pourquoi est-il particulier, me demanderez-vous? Bien, je vais vous répondre. Petite imitation, pas très réussie. Parce que, si vous le voyez, 156 backers, on est sur une campagne assez... qui fait pas de vagues. Voilà, encore une fois, on reste dans la thématique, dans le champ lexical de la flotte, de la mer. Ça fait pas de vagues, c'est pas un jeu qui fait parler beaucoup de lui, mais... il y a quand même beaucoup d'éditeurs, beaucoup de gens du milieu qui l'ont backé. Parce qu'en fait, oui, si vous n'êtes pas au courant, d'ailleurs, vous l'avez peut-être tout à l'heure vu sur une campagne, si vous allez
ici, j'aimerais vous cliquer sur la personne ou l'entreprise qui a créé le projet. Hop, ça vous envoie sur cette page-là, les anciens projets qu'il a créés, les projets qu'il a soutenus, etc. Et si vous cliquez sur s'abonner, eh bien vous savez quand il back quelque chose et c'est affiché en haut des campagnes en question. Donc, parmi les créateurs que je suis sur Kickstarter, il y en a beaucoup qui l'ont backé BubbleNet. 11 plus Looking et Carbon, donc 13 au total, sur 156 backers. Donc c'est un jeu qui vraisemblablement a fait parler un petit peu au sein de la sphère de créateurs de jeux de société. Par contre, le grand public, lui, n'y va pas tellement. BubbleNet, c'est pour des parties d'environ 10 minutes, c'est pour 1 à 4 joueurs, mais c'est fondamentalement un jeu solo, même si vous y jouez en multi, ce sera un multi solo, quoi, en gros, multiplayer solitaire, on va dire. Basé sur donc, la thématique des baleines et des bulles, des BubbleNet, comme on appelle ça, qui leur permettent de faire quoi déjà? C'est un truc genre elles vont plonger en dessous d'un banc de poissons, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour profiter des bulles qui s'en échappent pour mieux les choper, un truc comme ça. Je n'ai pas très bien suivi, c'est pas du tout mon domaine de spécialité, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais en gros, ça ressemble à ça, vu d'en haut, vu du ciel. Voilà, pour le reste, le how to play, le setup est très très simple. Vous avez un plateau relativement sommaire aussi visuellement parlant. C'est pas magnifique à regarder visuellement, hein, très clairement, mais ça se joue très rapidement. Et puis ça a l'air d'être relativement sympathique malgré tout. Bon, un petit défi solitaire qui nous prendra pas trop de temps et pas trop non plus de neurones théoriquement, même si j'imagine qu'il y a un petit challenge intéressant pour qu'il y ait tant de créateurs qui eux-mêmes choisissent de le backer, mais je me suis pas trop plongé sur le projet parce que visuellement je trouve pas ça très attirant, la thématique m'attire pas du tout non plus. La vidéo de présentation du projet est d'un cringe tel que j'ai presque envie que vous la regardiez pour me dire ce que vous en pensez, hein, juste parce que c'est cringe. On sait pas comment ça se joue à la fin de la vidéo, mais on sait que les gens qui ont participé à la création du truc derrière sont pas tout seuls dans leur tête. Mais bon, c'est marrant, c'est marrant. BubbleNet, donc 156 contributeurs 27 jours avant la fin de la campagne. J'avoue que j'ai pas suffisamment bossé le projet pour vous dire vraiment ce qu'il en est en termes de gameplay. Ça peut être sympatoche, si vous n'êtes pas non plus contre les jeux solitaires, même en multi. Et nous, clairement, Xavier et moi-même, c'est pas quelque chose qui nous dérange outre mesure. Seulement, celui-ci m'intéresse pas visuellement ou même en termes de thématique non plus. Voilà pour ce qui est de BubbleNet. Bon bah allez, j'ai dû aller remplir mon verre de flotte, hein, il y en a déjà plus. Allez, on n'a même pas fini encore les entrées. On continue avec Phantom Inc. Arcana, qu'il s'agit, non pas du tout, il s'agit d'une extension mais également standalone, vous pouvez le jouer sans le jeu de base, pour Phantom Inc. qui était sorti il y a de ça aussi 1 an et demi, 2 ans. C'était un nouveau projet de Mary Flanagan qui est assez active sur Kickstarter avec pas mal de jeux d'ambiance on va dire, mais également avec quelques projets assez intéressants. On avait vu notamment Avant-Card qui a l'air d'être super sympa, une sorte de deck building basé sur l'art contemporain, mais qui a l'air d'être assez sympatoche à l'époque. J'avais un petit peu hésité à le prendre, j'avais finalement pas pris. Mais on avait aussi Ghostwriter, Retrograde, enfin pas mal de petits trucs assez originaux en termes de thématique, parfois aussi en termes de gameplay. Et du coup, elle nous revient avec Phantom Inc. Arcana. Si j'ai un jeu de mots à deviner, un petit peu à la façon de Just One par exemple, jeu d'ambiance, de groupe assez fun sur le papier, mais avec une petite thématique, disons, comment dirais-je, paranormale, hein, avec des esprits qui vont essayer de faire passer des messages. C'est relativement sympa, le matos est plutôt joli, plus de ça, donc c'est plutôt plaisant à regarder. Vous allez avoir ici cette extension standalone qui va vous proposer d'avoir des pouvoirs un petit peu différents pour chacun des joueurs en fonction des cartes qu'ils vont tirer. Vous allez essayer de devoir, essayer de devoir, ça n'a aucun sens. Vous allez devoir essayer, non, vous allez essayer de faire simplement deviner, je dis absolument n'importe quoi, c'est la chaleur. Vous allez essayer de faire deviner des mots en fonction d'une question, et vous allez devoir écrire des éléments seulement, des parties de mots qui seront en fait des indices, hein, qui vont permettre à votre équipe de deviner le mot que vous leur faites chercher. Mais en fait, pourquoi vous les stopper en cours d'écriture du mot? Essayez de ne pas donner trop d'informations à l'autre équipe en face, par exemple. Donc on va se contenter d'écrire pep de P au lieu de pepper, par exemple. Tac, à la place de quoi? Ça pourrait être... qu'est-ce qui commence par T-A-C en anglais? J'arrive même pas à le trouver, le truc. Tacite, un accord tacite, tiens, par exemple.
sachant que lorsque vous l'arrêtez en lui disant silence, ne continue pas à écrire quelque chose, ben, vous aussi vous vous retrouvez dans une situation parfois où vous aurez plusieurs mots possibles et donc vous vous tirez un petit peu potentiellement aussi une balle dans le pied quand vous l'arrêtez trop tôt. Donc il y a un petit peu de prise de risque aussi à ce niveau-là. Ça coûte pas outrageusement cher non plus, hein. C'est un jeu qui coûte 28$ dans le pledge de base. On a un pledge Kickstarter à 32$ avec un aspect de foil, de surbrillance sur certaines parties des cartes pour un petit peu d'éléments de luxification, on va dire. Mais pour le reste, c'est pas mon type de jeu, c'est plutôt un type de jeu d'ambiance qui saura, j'imagine, séduire les amateurs de jeux de mots. Ceci étant dit, le jeu pour l'instant n'a pas encore de VF annoncé, donc ça encore c'est un petit peu problématique. 260 backers pour l'instant, 27 jours avant la fin de la campagne. L'un des gros beats de cette semaine, c'est Yom's Vikings de Dark Rabbit, actuellement sur GameFound. 67 backers seulement, 27 jours avant la fin de la campagne. On est encore assez loin du seuil de financement qui est pourtant pas hyper élevé, mais bon, ça reste encore faisable. Mais ceci dit, avec 67 backers, même si on finance avec le seuil de financement actuel, ça va pas être non plus très convaincant. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 60 minutes environ, et c'est un jeu, encore une fois, avec du deck building, qui peut se jouer en compétitif, mais également en coopératif, avec un univers, encore une fois, orienté sci-fi, mais avec des mélanges en tout genre. On a des vaisseaux, hein, des cités intergalactiques, mais également avec des divinités, des divinités scandinaves, on va dire. C'est assez particulier, j'avoue que je ne sais pas très bien où ils essayent d'aller avec ce jeu. Le pledge de base est à 40€, on a un pledge vétéran avec de l'oxyfication, des miniatures dans tous les sens à 80€. Mais au final, bon, je pense que le jeu va pas marcher des masses. Je suis même pas sûr qu'il aille jusqu'au bout de sa campagne parce qu'en l'état, même en finançant de justesse, il risque de perdre pas mal d'argent dans le processus. Pourtant, visuellement, c'était plutôt pas vilain, c'était pas mal illustré. Les cartes étaient plutôt pas vilaines, même si je pourrais douter un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'IA derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de Midjourney? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le doute s'installe de plus en plus, un projet après projet. Quand on voit des projets assez bien illustrés, mais avec un truc très très digital, on se pose maintenant toujours un petit peu la question justement de l'IA. Mais bon, on en reparlera prochainement, j'imagine. C'est donc tout pour Yom's Vikings, 27 jours avant la fin de la campagne, 67 backers pour le moment. Dernière entrée de la semaine, Road to Hollywood, et non ce n'est pas américain, c'est un projet suisse qui nous vient de Bâle, et c'est le premier projet de Film Event, donc vraiment centré sur les films, hein, clairement, et c'est un jeu qui a été référencé dans différents médias spécialisés tels que Movie Maker, Film Daily, par exemple No Film School. Donc un jeu qui est soutenu par toute une communauté derrière de cinéphiles, on va dire. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. On est à 151 backers, c'est quand même assez léger, 28 jours avant la fin de la campagne, pour un jeu très familial, à jouer aussi entre potes. Ça peut être très très drôle si on est amateur de jeux d'ambiance, parce que c'est un jeu qui vous propose de filmer votre propre œuvre, votre propre film, à partir de certains éléments de gameplay qui vont vous pousser dans telle ou telle direction. Ça peut être assez fun. En vrai, c'est pas du tout mon type de jeu, très clairement, mais ça peut être très drôle si on a le bon groupe de potes qui se prêtent au jeu. Et en plus de ça, vous le voyez, il y a une VF, même si la VF sera en format digital. Le matos sera lui en anglais, mais vous aurez les explications, les règles du jeu en français, en PDF quoi, en gros. On va donc distribuer des rôles, on va assigner des tâches, on va aussi s'habiller pour le rôle, on va potentiellement aussi se maquiller pour le rôle, trouver un lieu, filmer avec une application dédiée apparemment. Ensuite, on va aussi regarder bien sûr l'œuvre que l'on aura créée et la partager avec nos amis. Ça peut être très très fun, il y a une appli dédiée. Pourquoi pas? J'ai envie de dire vraiment avec un bon groupe de potes, ça peut être vraiment très très drôle. C'est juste pas du tout un jeu pour moi, je pense. Même si un de ces jours, pourquoi pas? C'est juste pour le fun, une fois, deux fois comme ça, pour essayer. Je dis pas non, mais pour aller backer un jeu de la sorte, il faudrait vraiment me payer pour que je le fasse. Donc c'est pas un bac. Voilà donc pour ce qui est de Road to Hollywood, 150 backers pour l'instant, 28 jours avant la fin de la campagne, et juste quand même, j'ai oublié de le dire, le prix c'est, donc pour une boîte de Road to Hollywood, c'est 65€, c'est quand même pas donné non plus. Et je pense que ça explique en partie
le faible nombre de backers sur la campagne. Parce que, bon, un jeu assez particulier d'ambiance, et un jeu d'ambiance à 65 boules, c'est un petit peu difficile à vendre. Le retour de Artifacts sur Kickstarter, et je dis ça avec un peu d'entrain parce que le projet a l'air vraiment cool, mais en vrai, bon, c'est encore très poussif. Ça nous vient de Fabulist Factory, qui est son deuxième projet, mais bon, pour rappel, le premier projet c'était déjà Artifacts, et ça avait été un projet qui s'était pas concrétisé, quoi, en gros, hein. Il y avait eu annulation en cours de campagne. À l'époque, on avait eu près de 250 backers avant d'atteindre finalement une annulation de campagne le 31 août 2021. Ça fait déjà 3 ans. Et donc 250 backers à ce moment-là, 37 000 euros d'engrangés, et on avait annulé. Actuellement, on est à 180 backers, 24 000 euros d'engrangés. Autrement dit, s'ils sont dans le même ordre d'esprit, dans la même façon de voir leur campagne, ça suit un petit peu le même chemin, à savoir potentiellement une annulation, même si on voit que le seuil de financement est quand même la moitié de celui de la précédente campagne. Donc peut-être qu'ils ont retravaillé un petit peu les composants, éventuellement qu'ils ont rediscuté avec l'usine de production, qu'ils se sont fixés des objectifs différents, qui leur permettraient de produire le jeu à un coût un petit peu moindre, je ne sais pas, mais en l'état c'est compliqué quand même. Pourtant, encore une fois, hein, le projet est super intéressant. Artifacts, vous trouverez plein de vidéos en VF pour le jeu, donc je ne vais pas en parler plus que de raison, mais c'est un jeu extrêmement modulable, aussi bien en termes de durée que de complexité, et donc de ce point de vue-là, le boulot de Franck Beauvais a l'air d'être assez impressionnant. C'est pour 2 à 4 joueurs, potentiellement pour 30 minutes par joueur autour de la table, mais ça, vous pouvez aussi pas mal le modifier en fonction des modules que vous allez intégrer. VF bien évidemment, puisque c'est un jeu belge, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est belge. Ouais, belge, c'est ça. Donc projet francophone. Pas de, pour ceux qui se demanderaient, hein, pour ceux qui se poseraient la question, pas d'IA pour ce qui est de l'artwork, bien évidemment. Avec un mode solo également, un mode 2 contre 2, énormément de modules qui vont venir modifier pas mal les choses en termes de gameplay. Mais en gros, vous allez donc construire votre artefact et le tester dans une arène face aux autres joueurs en face de vous. Il y a des éléments de déluxification assez impressionnants dont je ne me souvenais pas de la première campagne. Est-ce que c'est nouveau pour cette seconde campagne, ou est-ce que c'était déjà présent à l'époque? Je ne sais plus, mais en tout cas, visuellement, le jeu présente plutôt très bien. Il y a un côté très orienté steampunk qui me plaît beaucoup. C'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester, mais en même temps, la grande modularité en général, c'est très cool dans un jeu, mais quand il y a trop de modules, ça peut aussi être une galère de s'habituer un petit peu à tous les modules. J'aurais tendance certainement à n'en sortir que un ou deux après quelques temps, et ça, quand il y en a trop, ça peut être pas forcément quelque chose de très positif au final. À voir. Mais j'aimerais vraiment le tester malgré tout, parce que c'est un projet assez enthousiasmant. Et en plus, revenir après 3 ans, 3 ans après sa première campagne qui s'était soldée sur un échec, c'est courageux, ça démontre une certaine passion du créateur, et les retours généralement des différents créateurs de contenu francophones que j'ai pu apercevoir de ci de là étaient quand même très positifs. Vous pouvez ici lire l'article de... Ah, c'était de 20 jeux, ok, c'est la critique de 20 jeux en français ici, ok. Je me demandais s'il n'y avait pas une page de Artifacts directement en français, mais ici vous avez le site internet en français de Artifacts pour en apprendre plus directement dans la langue de Molière, ce serait quand même plus pratique. Mais pour rappel, on va juste regarder les prix, parce que c'était, en tout cas durant la première campagne, vraiment pas donné. On va aller voir ça ensemble. Ouais, il y a beaucoup d'informations sur la page. C'est pas forcément le plus grand des conforts de naviguer sur la page. Et je trouve pas le prix du jeu en plus, donc on va lire directement ici. Ouais, c'est cher. C'est très cher. Le all-in gameplay quand même à 119 €, et ça c'est sans les éléments de classification. Si vous ajoutez les CP de miniatures qui vont avec, etc., c'est 158 € pour le all-in gameplay plus les mini, donc ça monte assez rapidement. Déjà 119 pour la boîte de base. En même temps, c'est un bel objet, c'est un objet de collection qui sera certainement tiré en assez peu d'exemplaires. Je suis pas sûr qu'il trouve une seconde édition par la suite, etc. Donc oui, il y a un aspect collector assez intéressant, et en plus de ça, le jeu a l'air d'être vraiment super intéressant, mais
il est quand même assez difficile d'accès, il est quand même assez cher, et du coup ça explique encore une fois ce résultat un petit peu mi-figue mi-raisin, peut-être même plus figue que raisin. 180 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne pour Artifacts. Le menu crowdfunding, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, en tout cas je l'espère, mais Gabe Barrett, lui, depuis environ 6 mois, il nous habituait à un rendez-vous mensuel du côté de chez GameFound avec sa gamme des Solo Game of the Month, et cette fois-ci, il est décerné à Okinawa, The Last Battle of World War II, la dernière bataille de la Deuxième Guerre mondiale, donc à Okinawa, au Japon. Donc la gamme de Gabe Barrett, donc le jeu solo du mois, qui fait plutôt un très très beau succès depuis ses débuts il y a environ 6 mois, jour après jour, non, jeu après jeu. Il nous confirme qu'il a su se faire une sélection de jeux solo qui savent attirer un public de fidèles désormais. Il y a vraiment une communauté derrière Gabe Barrett qui suit chacun de ses jeux désormais, et c'est plutôt sympa à voir. Pour l'instant, Okinawa a 815 backers, 13 jours avant la fin de la campagne, et 20 000 $ d'engrangés pour l'instant. Donc encore une fois, un beau succès sur GameFound pour Gabe Barrett et sa gamme des Solo Game of the Month. Celui-ci dure 40 minutes pour 14 ans et plus, aussi de par sa thématique. J'imagine, on est sur un jeu à thématique de guerre, bien évidemment, vous l'aurez compris, fortement historique également, hein. Avec du placement de dés, si mes souvenirs sont bons, avec une direction artistique qui fait très BD / comics un petit peu à l'ancienne. Ça a un certain charme, même si encore une fois thématiquement la thématique elle n'a pas de charme, hein. C'est un jeu de guerre, donc c'est pas fait pour être charmant, vous l'aurez compris, mais c'est plutôt joliment réalisé. Voilà, pour le reste, un petit aperçu des différents éléments de gameplay, des composants plutôt, on va dire. Il y a même une petite tour de dés à l'effigie du jeu également qui est gratuitement offerte dans le pledge. Et donc pour ce qui est du gameplay, un aperçu très très bref ici avec donc vos dés que vous pourrez utiliser pour déplacer vos pions et activer les actions des différentes unités, des différentes cartes qui composent votre unité pour être plus précis. Cartes que vous pourrez être amené aussi à upgrader par ailleurs pour ensuite essayer de défaire vos adversaires, les vaincre et hisser le drapeau américain, hein, parce que voilà, America, voilà. On continue, le jeu coûte 24 $ ou 5 en print and play, parce qu'il y a aussi la bonne habitude de proposer le jeu en print and play pour éventuellement se faire une première idée et ensuite potentiellement mettre la main sur la version physique du jeu. Pour le shipping, en plus, c'est très 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 abordable. On est sur du 5 $ pour nous qui sommes en Asie ou pour les États-Unis. Pour le reste du monde, quasiment, c'est 6 $ de frais de port. Voilà donc pour Okinawa, The Last Battle of World War II, 815 backers, 13 jours avant la fin de la campagne. L'un des projets les plus intéressants de cette semaine n'est autre que Ada's Dream, qui se base sur l'histoire de Ada's Lovelace. Donc en gros, c'est la première programmeuse informatique, on pourrait dire presque. Enfin, elle essaie de construire une sorte de simili proto-ordinateur, on va dire. Et donc, en se basant sur l'histoire de Ada, on a déjà un jeu qui envoie visuellement. En même temps, on commence à avoir l'habitude avec Alley Cat Games, qui, après 20 projets sur Kickstarter, commence à se faire un nom assez intéressant. Et depuis 3-4 projets, il commence à proposer des trucs vraiment intéressants sur le papier. Les premiers, j'étais vraiment pas hyper convaincu. Il y en a quelques-uns qui me semblaient pas trop mal, qui me semblaient relativement intéressants. Dice Hospital a quand même une petite réputation. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ensuite? Tina's Trail, bon, je crois que c'était un jeu qui était déjà sorti par le passé, je crois. C'était de Martin Wallace, mais il avait déjà connu une sortie par le passé. Eternal Palace a été assez rapidement oublié. Autobahn a fait parler un petit peu, mais c'est surtout depuis Arborea, je trouve, qu'il y a eu une sorte de petit déclic. On commence à apprécier un peu plus, j'ai l'impression, les jeux de Alley Cat Games. Peut-être qu'ils font mieux leur boulot aussi, je ne sais pas. Et avec Ada's Dream, je pense qu'on est encore sur un jeu assez sympatoche, avec un jeu, disons, initié plus, qui pourrait aller flirter avec l'expert, avec une belle DA, avec une thématique intéressante. Il y a moyen de faire un truc qui, encore une fois, ferait un beau succès. Pour l'instant, il n'y a pas de VF. Mais ça pourrait venir, je pense. Arborea d'ailleurs avait eu une VF. Je ne sais pas si le précédent en avait une également. Mais pour l'instant, en tout cas, Ada's Dream, bon, ça fait pas un énorme bang, je veux dire, hein, sur Kickstarter. 1200 contributeurs après 4-5 jours de campagne, c'est pas époustouflant.
mais c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on est parti pour aller chercher du 2000-2500 d'ici la fin de la campagne dans 19 jours. Et on est actuellement à 82 000 euros d'engrangés. Ada's Dream, c'est pour 1 à 4 joueurs et c'est pour des parties de 90 à 120 minutes. Donc vraiment dans la gamme initié plus / expert, hein, très clairement. Et donc 1843 en Angleterre, Ada Lovelace, première programmeuse informatique. Et là tout de suite le plateau central où vous voyez qu'il y a 4 zones d'action accessibles. Ici la verte, la jaune qu'on aperçoit derrière le plateau de joueurs, la violette et la carte d'Angleterre ici, sur laquelle vous êtes amené à envoyer vos assistants, parce qu'en fait vous incarnez des assistants de Ada Lovelace, et vous pourrez aussi partir en mission à travers l'Angleterre, et vous avez aussi une sorte de rondelle centrale ici, sur laquelle les dés vont être disposés, et puis vont être même dégagés parfois par les joueurs. Ensuite, d'abord, assez intéressant l'aspect de création de votre machine qui a un aspect vraiment physique assez enthousiasmant visuellement aussi, hein, sur votre plateau de joueurs que vous voyez ici. Vous êtes amené à ajouter petit à petit des dés, des pions, des jetons en tout genre. Et c'est vrai que visuellement votre machine prend forme, c'est assez sympatoche, qui plus est sur des plateaux double épaisseur. Ensuite, 4 aires d'action à choisir, donc la carte d'Angleterre qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est l'action de Travel the UK. Ensuite Give Lectures, donc donner des cours à l'université. Meet and Recruit Sponsors, donc vous allez rencontrer et recruter entre guillemets des sponsors, des mécènes on va dire. Et Complete Assignments, donc remplir pas des missions mais des prérequis on va dire. Et donc 4 différentes aires de jeu qui vont chacune avoir leurs spécificités, leurs objectifs différents et leur façon de scorer des points également. Donc vous pourrez vous concentrer sur une partie par exemple sur ce pan du jeu particulier ou de ces deux-là par exemple, et puis il y a l'autre partie, c'est des combinaisons un petit peu différentes. Donc il y a vraiment un gameplay assez intéressant sur le papier en tout cas. Ensuite, la fameuse rondelle avec les dés qui seront disposés dessus, avec le mécanisme de push the dice off the rondelle. On va donc pouvoir dégager des dés de cette fameuse rondelle, essayer de se les accaparer pour les utiliser ensuite sur notre machine et ainsi de suite. Build a deck of partners, donc oui, petit aspect de deck building également, avec les mécènes, les partenaires que vous allez pouvoir recruter, tels que Charles Dickens par exemple, ou encore Charles Babbage. Upgrade your actions, vous allez pouvoir upgrader vos actions, votre plateau de joueurs pour avoir des actions encore plus puissantes et bénéficier de certains bonus. Ensuite, qui était dans la boîte, eh bien, on a donc le plateau central avec ses 4 zones et la rondelle. Ensuite, le jeton de premier joueur, le sac de dés, les dés qui vont avec bien sûr. Les plateaux de joueurs individuels double épaisseur, hein, quelle que soit la version que vous choisissez. Les meeples voyageurs, screen print, très joli. Les recherches, les wooden steam markers, je ne sais pas très bien à quoi ils servent ceux-là, les marqueurs d'innovation, bref. Ensuite on a des petits composants tels que le brass, c'est le cuivre, le coal c'est charbon, et ici des livres de notes qui pourront aussi être deluxifiés dans un niveau de pledge suivant. Ensuite, les cartes de mécènes, de partenaires, etc. Avec des phases 2D que l'on voit aussi, hein, qui auront chacun des petits pouvoirs, des petites compétences particulières qui feront grandir progressivement une sorte d'asymétrie progressive. Ensuite, on continue avec... ça c'était quoi déjà ah oui, un jeu hautement variable aussi, parce qu'on a des éléments de gameplay qui vont être disposés différemment d'une partie à l'autre, donc ça aussi, ça renforce pas mal aussi la rejouabilité. Ça c'est pour le mode solo. Ensuite la Deluxe Edition avec une extension. Bon ça par contre je suis pas très fan d'inclure une extension dans la Deluxe. Est-ce que ça veut dire potentiellement que l'extension en question, si vous décidez de prendre juste le jeu de base mais que vous êtes intéressé par l'extension, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas la prendre? Si c'est le cas c'est quand même un peu dommage. L'extension donc The Great Exhibition avec des meeples supplémentaires, des cartes supplémentaires et la deluxification des composants avec du métal et également des petites gemmes en plastique pour remplacer le charbon. Les Pledge Devils, on a un pledge à 57$ pour la version retail, la version boutique donc, et ensuite les versions deluxifiées avec donc extension et composants de deluxification, 69$ pour la version Deluxe, et puis enfin la Complete Edition, donc c'est la Super Deluxe en fait, puisqu'il y a aussi le plateau remplacé par un tapis de néoprène et les pièces désormais en métal, le tout pour 99$. Voilà, pour le reste, on va pouvoir passer aux frais de port. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du gameplay parce que j'ai déjà abordé un petit peu les grands traits, les grandes lignes de ce gameplay en question, mais vous apercevez un peu plus en détail ici
ce à quoi peuvent ressembler les quatre emplacements du plateau sur lesquels vous êtes amené à évoluer. Donc les études, les cours à donner, les rendez-vous à travers l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bien sûr, votre machine à développer sur votre plateau individuel avec le plateau double épaisseur, avec une palette graphique et une direction artistique plutôt soignée de manière générale, avec un mode solo qui a d'être assez sympatoche, qui est conçu par un spécialiste du genre. C'est David Digby, je crois, un nom qu'on revoit assez fréquemment aussi pour ce qui est de la conception de mode solo. Donc on en vient au fret-port. Sachez aussi que vous pouvez tester sur TTS éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Et donc, disais-je, fret-port, Union Européenne 13, 18 ou 20, ça dépend de la région en question. Il faut regarder la FAQ pour savoir dans quel pays vous êtes, dans quelle région de l'Union Européenne ou de l'Europe de manière générale vous êtes. 1, 2 ou 3, ça peut aller de 13 à 20 euros. Canada, c'est 25, et pour le rest of the world, donc pour nous en Asie par exemple, 35$ de frais de port, ça douille un petit peu. Voilà donc pour ce qui est de Aid's Dream, sachez également qu'il devrait théoriquement être livré pour mars 2025. Et donc pour l'instant, 1200 backers, 19 jours avant la fin de la campagne. Bon, ça y est, c'est officiel. Je ne sais pas si la caméra en 4K le retranscrit. Tiens, on va faire un gros plan. Je brille pas encore trop, ça va. Mais je transpire, je dégouline, ça y est, c'est officiel. On repasse en petit écran. Voilà, pour vous parler de Tracking the World Second Edition. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une seconde édition, mais il y a vraiment un travail de réédition qui a été fait sur Tracking the World, qui était le premier jeu, je crois, ou le second de Underdog Games, que vous connaissez pour leur série de Tracking quelque chose. On avait eu Tracking Through History, qui est à ce jour leur jeu le plus populaire, je pense. Et c'était leur premier jeu sur Kickstarter, Tracking the World, qu'ils ont vraiment bien poncé. Ils ont foutu un petit coup de polish pour le retravailler comme il le faut, et il a l'air d'être vraiment très très sympa dans cette seconde édition. D'ailleurs, pour l'instant, vous le voyez, avec 2200 contributeurs, le jeu se porte plutôt très très bien dans cette première semaine de campagne. 24 jours avant la fin de cette dernière, ils ont déjà engrangé 100 000 euros. Et donc cette seconde édition de Tracking the World, déjà on peut le noter, c'est qu'elle est quand même très très jolie, elle est très très belle. Il s'agit toujours d'un jeu très familial, comme toujours avec Underdog Games de toute façon. Il y a toujours une gamme de jeux vraiment accessible, vraiment familial, mais avec un gameplay qui est quand même assez intéressant. Tracking Through History était vraiment cool pour ça. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir la vidéo qu'on avait fait Xavier et moi-même pour Tracking Through History, avant même l'annonce de la VF d'ailleurs à l'époque. C'est pour 1 à 5 joueurs ici, pour 30 à 60 minutes la partie, pour 10 ans et plus. Et en plus de la DA vraiment très sympatoche, on a aussi des composants vraiment pas mal du tout non plus. Voici ce à quoi ça peut ressembler sur la table. Vous avez la map monde avec les 5 continents. Là, je crois même c'est plutôt divisé en 6, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. C'est plus facile pour décomposer une map, j'ai l'impression. Ensuite, les petits game trays pour les éléments à stacker. Votre petit plateau, très petit plateau individuel, en fait une valise double épaisseur pour stocker des souvenirs entre autres, et vous avez aussi un petit cadran pour compter la thune que vous avez et donc l'augmenter, la diminuer en fonction de ce que vous avez dépensé. Et puis à chaque tour vous aurez donc différents types de cartes que vous pourrez choper pour gagner de l'argent et effectuer des déplacements pour ensuite faire des visites ou des rencontres dans différents lieux hyper touristiques très célèbres dans le monde entier. On voit ici de la Turquie, de la France, du Brésil, de la savane, etc. etc. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre dans la campagne, alors, il y a pas mal de petites citations d'autres auteurs de jeux, et ça c'est plutôt cool. Là par exemple on a une citation de Emerson Matsuuchi, donc concepteur de Foundations of Rome ou de Century par exemple. Ici on a le co-designer de Thunder Road Vendetta qui vient d'arriver en VF chez Lucky Duck, si mes souvenirs sont bons. On a aussi Stegmaier et trucs comme ça. Donc on a pas mal de créateurs de jeux et ça c'est cool. Mais aussi plein de fois où c'est des gens de Underdog Games, voilà ici par exemple, qui disent ouais ce jeu est génial. Ouais mais c'est le vôtre les gars. Donc forcément vous allez dire qu'il est cool, c'est votre jeu. Et il y en a au moins 3-4 encore ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore voilà, ici encore une fois. Donc voilà, je trouve ça assez marrant mais bizarre à la fois. Donc enfin, prenez ça avec des pincettes. Dire que votre jeu est génial, bon, c'est bien, ça montre que vous y croyez, mais du coup, c'est pas vraiment très
comment dirais-je, crédible, parce que bon, la légitimité la question de la légitimité se pose là. Alors donc on continue, on va voir un petit peu ce qu'il en est. D'abord, bon, la DA encore une fois vraiment est folle, c'est vraiment très très beau. Les images sont vraiment très 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 belles. Avec donc, vous voyez ici les différents lieux que vous pourrez être amené à visiter, moyennant finance bien sûr, mais avec des points qui vous seront attribués pour chacune des visites. Plus vous allez dépenser, plus ça va vous donner des points bien sûr. Ensuite, chacune de ces cartes vont aussi avoir comme souvent des petits trivia derrière, des petites informations, etc. Et vous allez donc pouvoir visiter une carte ou vous pouvez aussi profiter d'un effet de court ou de long terme. Par exemple ici pour Old Havana que vous voyez ici, l'effet potentiel ce serait à la fin de la partie copier l'effet d'un pouvoir de endgame, donc de fin de partie, d'une carte de rencontre d'un autre joueur autour de la table. Non, c'est your, donc c'est une autre carte de chez vous, une carte de rencontre que vous pourrez copier. Donc il y a des combos à aller imaginer qu'on a assez sympatoches. D'ailleurs, ils en parlent ici, hein, Unleash Big Combos. Il y a plein de cartes qui pourraient marcher en synergie les unes avec les autres. Là, par exemple, vous avez une carte qui vous permet de rendre un souvenir pour gagner 4 autres souvenirs d'une couleur différente. Donc, paf, vous les utilisez là pour ensuite rendre un souvenir pour gagner encore d'autres trucs à la place. Donc, vraiment, il y en a qui marchent vraiment bien en symbiose. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Ils ont aussi beaucoup streamliné le jeu et ça se voit notamment au niveau du livre de règles qui est passé de 2500 mots à 1600 dans cette nouvelle édition. Donc là aussi, ils ont fait un gros boulot de réédition. Le jeu a 2 niveaux de pledge durant cette campagne, 40$ pour le jeu de base, 50$ si vous souhaitez y ajouter également l'extension Bucket List que vous voyez ici dans un petit sac qui vient ajouter un peu plus de profondeur de gameplay également. Le How to Play très brièvement, vous allez choisir une carte d'itinéraire parmi la ligne qui se trouve en bas, hein, une sorte de petit draft on va dire. Qui va vous permettre de gagner un petit peu d'argent et d'accomplir un petit peu de mouvement sur la map ainsi que des gains annexes également. Ensuite, donc vous allez vous déplacer, donc ici déplacer de 2 par exemple, donc hop, 1, 2, il se retrouve à Tombouctou. Ensuite, gagner l'argent qui se trouve sur la carte et puis choper des souvenirs pour les mettre dans votre valise, sachant que certains emplacements vont vous débloquer des petits bonus en plus. Ensuite, vous pouvez aussi faire une sorte de voyage groupé ou faire une rencontre, donc au choix, prendre une carte pour ses points ou prendre une carte pour le pouvoir qu'elle peut vous attribuer. Donc ici, par exemple, ce serait Copy another player's encounter power, donc vous pouvez copier avec cette carte le pouvoir d'une carte d'un autre joueur autour de la table, par exemple. Voilà, ensuite les composants que vous pourrez trouver dans le jeu, avec les petits meeples, avec le compteur d'argent, les différentes cartes en tout genre, le petit game trace pour stacker les souvenirs par exemple, le petit solo mode parce que oui, il y a aussi un mode solo avec différents niveaux de complexité comme vous pouvez le voir ici. On a même Trump qui est disponible, le Orange Man avec son petit toupet, ça fait quand même très Trump, je trouve ça assez drôle. Ensuite... continue. C'est pas officiel, hein, je dis une connerie, hein, c'est juste pour ceux qui éventuellement accorderaient une quelconque importance à ce détail, c'est une connerie. The Bucket List Expansion, la petite extension que j'ai mentionnée tout à l'heure, avec un rôle qui vous est attribué en début de partie, avec un petit pouvoir asymétrique qui vient ajouter donc un petit peu de profondeur de gameplay, sachant que chacun des personnages a un petit niveau de complexité qui lui est propre également. Ici par exemple le photographe a un niveau de complexité un petit peu élevé, alors qu'au contraire le connaisseur, le connoisseur comme on dit en anglais, a un degré de complexité assez faible, donc vous pourrez varier aussi en fonction des joueurs autour de la table. Et ça vous ajoute aussi le mécanisme de bucket list, donc vous allez recevoir une carte avec différentes destinations que vous voudriez absolument visiter, et si vous réussissez à les compléter, vous allez gagner de plus en plus de points bien évidemment. Donc il y a aussi du set collection là-dedans, vous vous en doutez bien. Voilà donc pour ce qui est de Tracking the World avec cette seconde édition, et aussi c'est l'occasion en add-on de prendre d'autres jeux de la gamme, à savoir par exemple Tracking Through History que j'ai mentionné tout à l'heure, mais également, et ça c'est plutôt une surprise, Tracking the National Parks, un autre de leurs jeux précédemment sortis avant qu'ils ne passent sur Kickstarter, et dans une nouvelle édition, la 3e édition, donc encore une fois c'est un nouveau produit également qui est disponible durant cette campagne, et qui peut s'accompagner également d'une petite extension intitulée Postcards from the Parks. Okay. Ensuite, continuons, il n'y aura pas de VF durant la campagne, certainement par la suite.
Tracking Through History a plutôt pas mal marché, j'ai l'impression. Donc a priori, il devrait y avoir une VF aussi pour Tracking the World, pardon, surtout de cette seconde édition qui a l'air d'être vraiment très très bien réalisée. Ensuite, regardez les frais de port, c'est super agréable, on a rarement vu des frais de port aussi faibles. Canada, 5$ plus 0$ pour des copies additionnelles, donc vraiment c'est le moment de faire des pledges groupés, de faire des pledges avec des add-ons pour les autres jeux de leur gamme. Il en va de même pour l'Union Européenne, hein, 5$ plus gratis pour le reste. Et pour nous qui sommes en Asie, ce serait 15$ plus 5 pour des copies supplémentaires éventuellement. Voilà, donc les frais de port sont vraiment au rabais. Ils ont pris une partie sur eux, je crois, hein, ça, ouais. Voilà, ils ont pris une partie des coûts de frais de port sur eux pour vous permettre d'en avoir les plus bas possibles, en fait, simplement. Et théoriquement, le jeu devrait être livré pour février 2025. Voilà pour ce qui est de Tracking the World avec cette seconde édition, vraiment bien bossé. Ils ont fait une belle refonte, ne serait-ce qu'en termes visuels, mais également en termes de gameplay, et ça c'est plutôt cool. 2200 contributeurs, 104 000 euros d'engrangés pour l'instant, 24 jours avant la fin de la campagne pour Tracking the World. Il est 23h30, j'ai même pas eu le temps de finir les plats principaux de la semaine, il en reste 2 plus le dessert, mais du coup ce sera pour demain. Allez, on reprend tout de suite avec Valerius, Valerius, A Game of Interstellar Warfare. 836 contributeurs, campagne qui se porte plutôt bien du côté de chez Kickstarter avec près de 70 000 euros d'engrangés 26 jours avant la fin de la campagne, et c'est le 5e projet de Boss Dog Games qui nous avait habitués à des projets beaucoup plus mignons, beaucoup plus family friendly on va dire, avec notamment Farting Frenchies ou Beware of Bears, Ninja Sloth, etc. Donc des petits jeux familiaux assez courts, assez rapides. Là pour le coup, il s'attaque à un deck builder relativement classique, ceci dit. Pour ce qui est des stats, on va dire, des configurations de jeu, j'essaie de vous retrouver les statistiques, mais c'est vrai que j'avais galéré la première fois à les retrouver déjà. Combien de temps ça dure, etc. Je galère un petit peu à retrouver cette information à chaque fois que je vais sur la page, ce qui est toujours un petit peu chiant. En tout cas, c'est pour 2 à 4 joueurs, ça sachez-le. Il me semble me souvenir vaguement que c'était pour genre 45, 60 minutes, mais ça j'ai oublié, j'arrive pas à retrouver les infos. Ça va être marqué ici, là, 30 minutes to play, je crois, mais c'est trop petit, j'arrive pas vraiment à le voir. C'était écrit quelque part, mais j'ai perdu l'info. Quoi qu'il en soit, il s'agit donc d'un deck builder essentiellement, pas uniquement, il y aura différentes phases de jeu, mais essentiellement on est sur un deck builder dans lequel vous aurez aussi une phase de résolution de potentiels conflits où chaque joueur va choisir parmi ses cartes de diplomatie. Il y aura la paix, la guerre et la défense comme choix potentiel, et à partir de là vous aurez les pouvoirs qui seront sur vos cartes ainsi qu'un jet de dés qui pourra impacter aussi le résultat du dit conflit pour espérer remporter des pas des points de victoire mais une espèce de ressources centrales du jeu. Ça s'appelle comment déjà, j'ai oublié, le Valerium, quelque chose comme ça. Vous aurez bien sûr différentes factions avec des pouvoirs asymétriques. Pour ce qui est de cet aspect-là du jeu, c'est un deck building relativement classique, il n'y a rien de très particulier là-dedans. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du deck building, mais ceci dit, au-delà de l'aspect simplement de deck building, il y a aussi cet aspect de conflit potentiel, de diplomatie qui peut être relativement intéressant aussi, qui peut un petit peu renouveler l'expérience, j'ai envie de dire. Pour le reste, vous avez aperçu aussi que la DA est, bon, sans être vilaine, pas époustouflante non plus, hein, soyons tout à fait honnêtes, mais au-delà de ça, le matériel a l'air d'être relativement pas mal, relativement bien foutu. Avec un petit sachet que l'on voit ici, des petites gemmes en plastique. On a aussi une micro-extension intitulée Cosmic Warlords qui sera disponible durant le Kickstarter et uniquement pendant le Kickstarter. Il y aura potentiellement aussi des petits playmats en néoprène pour ceux que ça pourrait intéresser. L'opportunité de mettre le visage d'un vous-même ou d'un de vos amis, de vos proches sur une des cartes si vous prenez un pledge mécénat. Un petit peu plus cher, vous en doutez. Il y a aussi une piste de dés exclusive, etc. Mais bon, là, ça dépendra aussi bien sûr du niveau pledge que vous allez choisir. Justement, allons checker un petit peu les niveaux de pledge. Vous le voyez ici, le premier pledge est relativement abordable. On est sur 29$ pour l'édition standard, mais bon, c'est uniquement le jeu de base. Ensuite, à 39$, vous avez l'édition exclusive Kickstarter qui vient s'accompagner de la micro-extension Cosmic Warlords, avec également les petites deluxifications avec le petit sac, les petites gemmes en plastique, etc. On a aussi peut-être des tapis. Alors, est-ce que c'est du néoprène? Je ne pense pas, parce que sinon ça coûterait beaucoup plus cher que 39$. C'est les Game Mats for All. Ok, donc à mon avis, c'est juste des plateaux de jeu, pas des plain plates en néoprène comme je le pensais. Par contre, ensuite, à 75$, vous avez donc le jeu de base plus
Catacombs Expansion Pack, plus Ocean Expansion Pack, plus la petite extension Cosmic Warlords déjà mentionnée, plus le reste. En gros, beaucoup plus de contenu avec les deux extensions. Tout à l'heure, j'avais mentionné Cosmic Warlords, c'est une micro-extension. Là, les deux que vous voyez ici font quasiment la taille du jeu de base, donc vous considérez bien que, vous imaginez bien que ce sont des extensions bien plus conséquentes. Ensuite, à 99, on a en gros la même chose, mais avec des... ils écrivent ici des meeples, mais je crois que c'est plutôt des standees en acrylique, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on a aussi un plateau qui est utilisable avec une extension, j'ai l'impression. Est-ce que ça viendrait rajouter potentiellement d'une sorte de 4X ou de contrôle de territoire? Je ne sais pas. Ça pourrait potentiellement enrichir pas mal le jeu, mais je ne me suis pas suffisamment penché sur le sujet de cette extension-là. Ensuite, on a aussi à 150 boules la Collector's Edition Bundle qui vient en fait vous proposer l'essentiel de ce qui est disponible durant la campagne, y compris notamment une petite peluche par exemple d'un personnage du jeu. Voilà, et c'est après tout pour ce qui est des pledges. Donc il y a quand même pas mal de pledges disponibles, et si vous êtes vraiment fan du projet, il y en a même jusqu'à 150$ qui vous permettra de vraiment vous faire plaisir. Ensuite, la boîte Kickstarter, donc la boîte de base, on va dire, qu'y a-t-il à l'intérieur? Il y a essentiellement, bien sûr, des cartes, ça reste un deck building, vous vous en doutez. Il y a aussi un plateau central, je me souviens sont bons, il y a aussi des petits moon mats, le plateau central que vous voyez ici. Mais bon, ça reste relativement sommaire en termes de contenu. L'extension Ocean qui vient ajouter encore plus de matos, bien sûr, et il en va de même pour l'extension Catacombs qui va encore ajouter de nouveaux personnages, de nouvelles cartes de mission, etc., etc. Car oui, vous aurez aussi des cartes de mission que vous pourrez potentiellement compléter, qui vous rapporteront aussi des gemmes, et ainsi de suite. Ça c'était quoi? Pro Expansion Pack, je l'avais zappé celle-là. Ah, c'est celle qui va ajouter l'extension, ok. Flip the base game board over at the Pro Expansion Reveal a new way to play. Ok, donc une nouvelle façon de jouer. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une sorte de 4X ou / contrôle de territoire? Je ne sais pas, j'ai pas été checké suffisamment l'extension en question, mais il semblerait bien que ça rajoute un aspect de ce type-là au jeu en tout cas. Ça peut être assez intéressant. Il y aura même une sorte de petite extension de marché noir également, donc il y a quand même pas mal de petits ajouts. C'est un jeu qui potentiellement peut aller s'enrichir de pas mal de choses au fur et à mesure que vous ajoutez des petites extensions par-dessus. Par contre, la page est beaucoup trop riche, beaucoup trop fournie en informations. C'est un petit peu galère de naviguer là-dedans. Donc on va passer assez rapidement maintenant aux frais de port, que je vous retrouve ça assez rapidement. Il y a aussi des add-ons, bien sûr, les peluches, etc., que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez sur le côté. Ensuite, shipping, on va passer directement ici, ça va plus vite. Donc, EU et Canada, c'est la même zone, zone 2, donc 20, 20, 25, 30, 35, en fonction du pledge que vous allez choisir. Et nous serions dans la zone Asie, donc ce serait 30, 30, 35, 40, 45. Voilà donc pour ce qui est de ce petit deck building un peu plus ambitieux que les précédents jeux de Boss Dog Games, et qui, pour tout amateur de deck building, peut avoir l'air relativement intéressant, même si je ne suis pas très fan de l'ADA ou de l'univers de manière générale. 836 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne et près de 70 000 € d'engrangés. On enchaîne avec Sovereign Fall of Wormwood, projet assez intéressant sur le papier pour qui aime les jeux de cartes tactiques un petit peu façon TCG, un petit peu façon Magic, mais c'est pas un jeu de cartes à collectionner, donc attention, sachez-le. Ça nous vient de Damon Stee, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, mais j'ai l'impression que c'est édité par Ixion Gameworks, et je me demande si c'était pas un éditeur scandinave, mais peut-être que c'est juste le même nom et pas du tout la même boîte en réalité, je ne sais pas. Mais bon, à checker. En tout cas, c'est pas sur leur compte Kickstarter, donc peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Sovereign, petit jeu donc de cartes de tactique, avec également un soupçon de placement d'ouvriers, qui pour l'instant quand même pas mal attiré de contributeurs. On le voit, près de 770 contributeurs à l'heure où je vous parle, 71 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. Et ce qu'on peut aussi noter assez rapidement, c'est que la DA de Sovereign Fall of Wormwood est quand même très sympatoche. De manière générale, je peux vous montrer un petit peu quelques-uns des éléments, quelques-unes des cartes que l'on voit ici. C'est quand même assez joli. Il y a un univers qui a été vraiment peaufiné. On sent que le mec a créé un univers autour de son jeu qui est vraiment riche. Il y a passé des années et des années apparemment. Si vous regardez la vidéo, il en parle un petit peu d'ailleurs de son expérience de création qui date de quand même d'un certain paquet de temps.
Donc de ce point de vue-là, le jeu est potentiellement assez immersif, il faudra le tester pour en savoir plus bien évidemment, mais au-delà de ça, bon c'est un jeu de cartes tactiques, c'est pas forcément les types de jeux qui m'intriguent le plus personnellement, mais quand même, j'avoue que dans cette catégorie jeu-là, Sovereign Fall of Wormwood a l'air d'être assez sympa, assez intéressant. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 45 à 90 minutes, et donc pour résumer, un jeu de cartes tactiques avec du bluff et du placement d'ouvriers, expandable, not collectible, donc on pourra l'enrichir d'extensions à l'avenir si le projet marche bien, mais en revanche ce n'est pas un jeu de cartes à collectionner, il n'y a pas de degré de rareté par exemple. Il y aura 10 decks de factions distincts et asymétriques et 320 cartes uniques dans le jeu avec donc des illustrations uniques également. Reste encore une fois, j'ai déjà mentionné aujourd'hui à plusieurs reprises, mais est-ce qu'il y a présence ou non de l'IA pour ce qui est de la création artistique? Je n'ai rien vu à ce propos. Ah si, ici, j'avais pas scrollé jusqu'à cet endroit-là. On va aller checker ensemble pour ce qui est de l'onglet utilisation de l'IA pour voir si effectivement l'IA se cacherait pas un petit peu au niveau de la DA. Mais c'est le cas, en tout cas elle est très jolie. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi elle est aussi jolie d'ailleurs. Mais bon, ceci, ça reste cohérent, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'IA. Bon après elle fait beaucoup de progrès, donc bon. Alors le how to play brièvement, on va passer ça un petit peu en revue mais très très rapidement. Your goal, donc votre objectif, c'est d'aller scorer 10 ecos, donc j'imagine que c'est un petit peu l'équivalent des points de victoire dans le jeu, et vous aurez différents moyens pour y arriver. Notamment Grow, vous allez pouvoir tout simplement faire grandir votre civilisation parce que le créateur lui-même le dit, il est avant tout fan de jeux de cartes tels que Magic, mais il voulait aussi y ajouter une sorte de sentiment de jeu de civilisation. Et donc ici, on voit qu'il y aura différentes castes dans le jeu. En fait, il y aura les talents et les drones, et puis on pourra donc gagner l'un ou l'autre apparemment durant une certaine phase. Ensuite, on aura la phase de Forge où l'on va placer des cartes phase cachées, et puis au fur et à mesure, on pourra potentiellement les retourner. Ensuite, la phase de combat, on aura aussi des phases de déplacement de cartes avec du placement tactique là également. On aura ensuite bien sûr l'occasion de comment dirais-je, simplement réapprovisionner un petit peu sa main avec de nouvelles cartes, bien évidemment. Vous pourrez aussi télécharger le livret de règles ici directement, mais en anglais exclusivement, ça c'est un petit peu dommage. Mais pour ce qui est des composants, vous avez donc un petit aperçu ici de ce qui est proposé avec donc masse de cartes, avec des illustrations uniques, avec des pouvoirs uniques également, même si ça se regroupera bien sûr, on a quand même un jeu de cartes tactiques relativement classique en termes d'approche gameplay apparemment. Le livret de règles, etc. Mais bon, vous voyez, c'est quand même essentiellement des cartes. Hein. Il y a quelques petits jetons de là pour les citizens notamment ici, mais c'est à peu près tout. Hein. Pour le reste, on voit qu'il y a aussi du gold foil, mais bon, ça n'a aucune grande importance, c'est un petit peu de déluxification sur la boîte, hein, pour l'aspect un petit peu brillant. Les pledge levels, on entre directement dans le dur avec le pledge de base qui est ici à 55$. Bon, c'est pas outrageusement cher, mais en même temps, c'est que des cartes et quelques petits jetons de $, donc bon, c'est assez normal. Ensuite, à 75$, vous avez le jeu de base plus une extension intitulée Exiles of Eden qui vient vous ajouter 4 nouvelles factions ainsi que quelques petits éléments de gameplay supplémentaires. Ensuite, on a ici à 230$, on fait un bond assez significatif en termes du budget pour aller chercher le all-in qui vous donne donc le jeu de base plus l'extension ainsi que des add-ons pour 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs. Donc là, c'est essentiellement du matos en plus avec également des néoprènes qui servent pas à grand chose. Vous voyez, il n'y a pas d'ergonomie particulière, il n'y a pas d'emplacement pour telle ou telle carte sur les néoprènes, c'est juste pour se faire plaisir avec la très jolie IA du jeu en gros. Et puis aussi les sleeves, donc les protège-cartes pour ceux qui aiment ce genre de choses. En add-on, vous pouvez prendre des néoprènes dans tous les sens. Ah, là par contre, il y a des artistes. On voit Joseph Diaz, Emrys Ryan, etc. Donc là, il y a des vrais artistes. On va voir un petit peu plus tard, l'IA, j'ai pas oublié, attention. Ensuite, continuons. On va vous présenter certaines des factions en présence, avec bien sûr pour chaque faction ses propres spécificités, ses propres approches de gameplay plus ou moins offensives, plus ou moins défensives, etc. Vous vous en doutez, là-dessus on reste dans quelque chose de relativement classique. Du coup, on va aller chercher les dernières informations qui nous intéressent, à savoir donc l'IA et le shipping. À commencer par le shipping, Canada 21$. C'est pas donné pour le pledge de base qui est quand même à 55, et là apparemment tous les pledges sont au même coût de frais de port, ce qui est un peu étrange.
parce que j'imagine qu'il y a plus de poids. Pour l'Union Européenne, vous êtes en Belgique ou en France, vous êtes donc dans la zone 1. Pour ce qui est de nos amis potentiels au Luxembourg, je ne sais pas après tout, ce serait la zone 2. Donc 16 dollars a priori pour la zone 1. Pour nous qui sommes au Japon, on a un onglet spécifique pour nous. 29 dollars. Je ne vois même pas la Suisse là-dedans. Est-ce que vous êtes interdit de Sovereign? Peut-être bien. Ensuite, donc l'IA, on y arrive. C'est ici que ça se passe. Je prévois d'utiliser du contenu généré par une IA dans mon projet. Ok, les illustrations sont créées par 32 artistes. Ok, la majorité des artworks a été créée et licenciée longtemps avant que l'IA générative n'existe, mais le projet final ne sera pas totalement dénué d'IA. Du coup, pourquoi? Parce que si tu as des artistes et si tu as des, comment dirais-je, des illustrations qui sont licenciés, qui sont payés d'avance, etc., des vrais artistes, pourquoi tu vas ajouter de l'IA là-dedans? Some newer pieces had AI used in the ideation stage. Ok, ils ont utilisé ça comme un outil de, comment dirais-je, de brouillon, on va dire, avant de les modifier, par exemple. Ok. Il y aura des parties d'IA par-ci, par-là, mais normalement, elles auront certainement été modifiées, elles auront été un petit peu utilisées pour obtenir des premiers jets, quoi, on va dire. Voilà donc pour ce qui est de Sovereign Fall of Wormwood. Pour l'instant, 767 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne et 71 150 € d'engrangés. C'est tout pour ce qui est des plats principaux de la journée et de la semaine. On va maintenant pouvoir passer au dessert. Il y en a un et demi. Et si je dis 1,5, c'est parce que le 0,5 c'est en fait une précommande actuellement sur GameFound avec Dune qui vient s'enrichir d'une nouvelle extension avec Desert War. Et quand je dis Dune, ce n'est pas Dune Imperium, c'est Dune War for Arrakis, donc, qui est un jeu de Simon qui avait déjà fait une campagne il y a quelques temps. Vous le voyez ici avec le drapeau français, on aura donc une VF pour l'extension également, l'extension Desert War. Donc je vais passer assez rapidement parce qu'il ne s'agit que d'une précommande, vous le retrouverez en boutique à terme sans aucun doute. Pour l'instant, il y a 8864 personnes qui sont abonnées à la page de la campagne. Ça ne veut pas dire qu'il y a 8864 backers. C'est un petit peu le truc dommage sur GameFound, c'est que bon, ils ont lancé les précommandes, ok, c'est honnête. Il y a certains éditeurs qui n'ont pas besoin de passer par du financement participatif et du coup afficher ouvertement qu'il ne s'agit que d'une précommande, pourquoi pas, au moins ça a le mérite d'être honnête. Mais par contre, on sait combien de personnes suivent la campagne, mais pas combien de personnes l'ont backé, entre guillemets, même si c'est pas vraiment du back à ce moment-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils reviennent avec une extension pour War for Arrakis, avec toujours du 2 à 4 joueurs, 2 heures la partie, 14 ans et plus, et donc on est toujours dans l'univers de Dune, bien sûr, avec du duel essentiellement, même si c'est jouable apparemment jusqu'à 4, en asymétrique, avec des factions asymétriques bien évidemment, avec du beau matos, comme souvent c'est le faire Simon. Pour rappel, Simon, c'est quand même Cool Minis or Not, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, voici un petit peu l'aperçu de ce que vous allez avoir comme ajout dans cette extension de Desert War. Est-ce qu'elle s'inspire directement du second film que j'ai pas encore vu? Pas de spoiler, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aller checker un petit peu sur la page de la campagne ce que ça vient ajouter. Je regarde juste si il y a éventuellement une VF dans la campagne. Enfin, je sais qu'il y a la VF pour le jeu, mais vous savez que maintenant sur GameFound, vous avez parfois sur certains projets la page elle-même dans d'autres langues. Mais apparemment, ici, on n'a pas le français pour cette campagne-là. Donc, il faudra se contenter de la page en anglais. Mais vous voyez donc que vous aurez pas mal d'options, y compris bien sûr celle de prendre le jeu de base, qui est quand même toujours aussi cher, hein, sachez-le, c'est quand même 140 boules pour le jeu de base sans même l'extension. Donc bon, ça coûte quand même un petit peu cher. Juste pour les comment dirais-je, niveau de pledge rapidement. War of Life Bundle, donc le jeu de base plus Dead War plus Smugglers, donc une autre extension précédemment sortie, c'est quand même 220 $. Si vous voulez uniquement Desert War, donc c'est 50 $. Et si vous voulez éventuellement backer uniquement pour le jeu de base, sans prendre l'extension qui fait l'objet de cette campagne, vous le pouvez aussi ici à 140 $. Voilà, pour le reste, je passe assez rapidement, hein, parce que, encore une fois, ce n'est qu'une précommande. J'ai pas envie de passer trop de temps dessus, d'autant plus qu'on a déjà mentionné le jeu lors de sa précédente campagne de précommande à l'époque, pour le jeu de base en tout cas. Voilà donc pour ce qui est de Dune, War for Arrakis, Desert War. Et le vrai seul dessert de la semaine, en réalité, il s'agit de Dark Blood. Alors bon, vous le voyez, hein, 1600 backers, c'est pas non plus
un chiffre si mirobolant que ça. Dans une grosse semaine de menu crowdfunding, je l'aurais certainement placé plutôt dans les plats principaux, mais voilà, le projet est quand même un sacré charme, même s'il n'est pas dénué de, comment dirais-je, de reproches potentiels, même pas le jeu en lui-même, mais la façon dont il est porté en tant que projet sur GameFound. MeeplePug a fait pas mal de communication quelques semaines au préalable, bien évidemment, et tant mieux pour eux, ils ont d'ailleurs largement raison à ce niveau-là. Seulement, j'ai pas été très fan de certains points de communication, enfin, ça faisait très quand même, regardez, on a fait un jeu hyper transgressif, il y a du sang partout, il y a des croix renversées, c'est fou. Et tout le monde s'en foutait en fait, parce que ça n'a plus rien de transgressif ni de subversif à l'époque à laquelle on vit. Enfin, c'est juste une niche parmi tant d'autres dans le jeu de société, donc bon, ça n'a choqué personne en réalité. Il faut juste le savoir, c'est un jeu effectivement assez glauque, assez morbide, mais il y a un public pour ça, et c'est vrai que de ce point de vue-là, en tout cas Dark Blood est hyper bien réalisé, il est super cool, et en plus il y a une VF, donc youpi. Ça nous vient de MeeplePug. Là par contre il y a un gros problème de légitimité. Quand tu t'appelles MeeplePug, que ton logo c'est un petit chien tout mignon, bon, tu peux appeler un jeu comme tu l'entends, hein, bien évidemment, mais Dark Blood, MeeplePug, il y a un fossé assez difficilement réconciliable à mon avis. Je sais pas, ils auraient peut-être dû changer de nom, mais en tout cas, c'est assez bizarre. Pardon, je vais sauter un morceau de campagne. C'est assez bizarre d'intituler un jeu Dark Blood quand tu t'appelles MeeplePug, ou en tout cas, c'est assez bizarre de s'appeler MeeplePug et de sortir un jeu qui s'appelle Dark Blood. Allez choisir. Quoi qu'il en soit, on en revient maintenant au jeu à proprement parler. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 90 minutes la partie, pour 18 ans et plus, parce que la thématique est assez lugubre, assez sombre. Il y a des squelettes, il y a du sang partout. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, de contrôle de territoire un petit peu également, c'est compétitif, il y a aussi un mode solo, et il y aura des factions asymétriques dont vous voyez certains des représentants ici même. Dark Blood, voici ce à quoi ça ressemble. Alors vous avez un tout petit plateau, en réalité le plateau central est tout petit, et ensuite chacun a son propre plateau personnel et asymétrique en fonction de la faction qu'il aura choisie. Tout à l'heure j'ai parlé de parties de 90 minutes, bon en réalité c'est plutôt 30 minutes par joueur autour de la table, donc ça peut être 60 minutes, 2 heures, ou à 3 joueurs par exemple 90 minutes. Après bien sûr ça peut être plus ou moins long en fonction des joueurs en présence, bien évidemment de l'expérience des joueurs en question. Pour ce qui est de la thématique, vous êtes ici dans un village médiéval et chacun d'entre vous va incarner une faction de cultistes différents avec des objectifs un petit peu communs ceci dit. Vous allez faire des sacrifices, vous allez faire du prosélytisme au sein du village, vous allez essayer d'accomplir des rituels pas forcément très sains on va dire, pour simplement comment dirais-je, obtenir les faveurs d'une sorte d'entité maléfique en gros quoi. Voilà donc pour ce qui est de la thématique. Et apparemment le jeu est assez thématique, enfin déjà que la thématique et le gameplay ont l'air d'être intrinsèquement connectés, et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux pour lesquels c'est pas forcément le cas, surtout quand on s'oriente vers des jeux euro. J'ai parlé beaucoup trop vite, du coup j'ai un peu soif. Voilà, ça va mieux. On reprend. Alors, les mechanics. J'aime beaucoup quand les campagnes vous affichent ouvertement un petit résumé de ce que vous êtes en droit d'attendre d'un jeu. Ça me facilite beaucoup la tâche. Alors, c'est un jeu quand même plutôt orienté gamers, comme vous pouvez le voir. On est initié plus / expert, on va dire. Un jeu très thématique. Un jeu avec quand même pas mal de take that, donc avec pas mal d'interactions potentiellement négatives, attention, ça faut aimer, avec beaucoup de stratégie et très peu de chance. On aura des factions asymétriques comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi des pouvoirs qui vont venir évoluer au cours de la partie en fonction de vos choix, on aura du placement d'ouvriers, on aura du contrôle de territoire, de la gestion de ressources, des points de victoire cachés, du take that, donc du prends ça dans ta tronche, et puis également une sorte d'enchère on peut dire aussi. On peut aussi parler rapidement du matos, qui est quand même assez fou, mais ça on va le voir par la suite. Oui, je ne le cache pas, hein, bien évidemment, c'est un jeu qui fait partie du catalogue de MOB Vanguard, donc l'agence de localisation pour laquelle je travaille. Donc je vais être amené à chercher éventuellement un éditeur japonais pour eux. Alors, continuons le game highlight, donc les choses qu'on va chercher à mettre en avant dans la campagne pour appâter un petit peu le chaland. On est sur un jeu euro, mais hautement thématique, avec un super matos. Vous voyez ici un plateau de joueurs, qui en fait s'apparente un petit peu à un livre, une sorte de grimoire maléfique, que vous allez ouvrir, et c'est double ou triple épaisseur, j'ai oublié triple je crois, hein, épaisseur, avec des emplacements pour des rituels, avec un emplacement pour une sorte de cercueil, de boîte, avec vos miniatures que vous allez pouvoir disposer également ici.
différents pouvoirs que vous allez pouvoir faire augmenter, enfin pas augmenter, mais que vous allez pouvoir améliorer en cours de partie également. En tout cas, très très classe au niveau du matos. Ensuite, le plateau central ici, assez intéressant puisqu'en plus de ça, c'est hyper modulable parce que de tour en tour, les éléments que vous voyez ici vont venir changer d'un tour à l'autre, ce qui veut dire que chaque emplacement sur la map centrale va avoir un intérêt assez radicalement différent d'un tour à l'autre. Donc ça aussi assez intéressant de ce point de vue là, ça doit laisser entrevoir une rejouabilité assez conséquente. Ensuite donc le placement d'ouvriers qu'on a vu ici pour obtenir notamment des ressources ou sacrifier des paysans, pourquoi des paysans et pourquoi pas des notables par exemple, je ne sais pas mais c'est comme ça, c'est les paysans qu'on sacrifie en premier, ou faire du prosélytisme également. Vous allez pouvoir également, comme je disais tout à l'heure, augmenter certains de vos pouvoirs, les améliorer, on va dire, pour être encore plus puissant à l'avenir. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser vos workers pour également corrompre le village et ses alentours en ajoutant des petits jetons à un sac commun à tous les joueurs. Bien sûr, vous imaginez bien que si vous avez plus de jetons que les autres, vous aurez plus de chances de les voir sortir et gagner des bonus, ainsi de suite. Ensuite, elevate your dark favor level. Donc le dark favor level, c'est justement les faveurs que vous aurez envers cet aspect maléfique, cette entité maléfique qui vous donnera potentiellement des bonus. Notamment, vous pourrez en obtenir en pendant des paysans à un arbre. Oui, c'est glauque, mais en même temps, je vous l'avais annoncé au tout début de ce segment de la vidéo. Ensuite, ma foi, on a vu après le gros du gameplay. On va maintenant pouvoir passer au niveau de pledge notamment. Bon, sachez également que ils mettent pas mal en avant la direction artistique de leur jeu, et à raison, parce que c'est vrai qu'elle est très très bien réalisée, même si elle est très très glauque, très très sombre, très très lugubre, mais vous aurez même la possibilité éventuellement de backer en add-on des tableaux à l'effigie de certains des personnages du jeu ou à certains des éléments de décor du jeu, et ça c'est plutôt cool, même si c'est quand même très cher, même ça se comprend. Ensuite, en add-on, vous aurez aussi une sorte de artbook, lorebook, qui s'appelle Occult and Ritual, qui sera uniquement disponible sur GameFound. Ensuite, on va peut-être essayer de trouver les niveaux de pledge. En réalité, vous allez voir assez rapidement, il n'y en a qu'un seul, et ça c'est cool. J'aime bien les campagnes qui vous proposent 1, 2, maximum 3 niveaux de pledge, sans se disperser et foutre des informations dans tous les sens, ce qui est un petit peu chiant à la longue. Là, pour le coup, vous avez un niveau de pledge, pour l'instant en tout cas, c'est donc Dark Blood, 99€, et avec tout ce que vous avez vu précédemment. Et c'est tout. Bon, par contre, attention, il y a aussi des add-ons, par exemple le livret de Artbook, c'est un add-on. Vous avez aussi le module Inquisiteur qui était gratuit pour ceux qui suivaient la page de pré-campagne, mais qui désormais coûte 10€. Et c'est dommage parce que c'est un module qui a l'air intéressant, puisque l'inquisiteur va potentiellement chasser tous les joueurs autour de la table. Il va essayer de les capturer. Bref, c'est un inquisiteur, quoi, en gros, logique. Et du coup, ça peut être un ajout de gameplay assez intéressant, qui peut ajouter aussi un mode coopératif. Donc, dommage que ce soit maintenant aussi cher, parce qu'en réalité, c'est quoi maintenant? C'est quelques jetons, 3 jetons, une miniature, et puis un micro livret de règles pour les règles du monnaie en question. Et 10€, ça me semble quand même très très cher pour cet ajout-là. Bon, il aurait fallu suivre la page de pré-campagne. Ensuite, vous avez aussi à 10€ le Tree of the Damned pour aller justement pendre les paysans. Est-ce que du coup c'est vraiment important? Est-ce que on peut faire sans? Je pense que oui, parce que de toute façon il y a le mécanisme des sacrifices dans le jeu de base. Est-ce que c'est juste une sorte de comment dirais-je, j'arrive pas à retrouver le mot, de concrétisation visuelle de cette mécanique là avec l'arbre? Possible, mais c'est vrai que ça ajouterait un peu plus d'immersion, certes, mais 10€ encore une fois, juste pour un arbre, parce qu'il n'y a que ça, hein. Non, il y a aussi 6 petites cordes pour aller pendre les paysans, effectivement, mais ça fait quand même très très cher, je trouve. Et ensuite, donc, c'est masse de tableaux que vous pouvez aller ajouter en add-on, et c'est vrai qu'ils sont quand même assez jolis, très lugubres, très sombres, mais joliment réalisés. Voilà, ensuite les composants avec les différentes factions que vous pourrez ici contrôler. On vous présente par exemple ici les démonologistes, avec toujours une miniature bien plus costaud et 8 autres beaucoup plus petites. Ça c'est un peu commun à toutes les factions. On voit ici les warlocks avec leur grosse miniature de Strigla, et ensuite les miniatures de warlock plus petites. On a aussi les squelettes, on a aussi toujours un cercueil et une sorte de coffre également pour chacune des factions. Ensuite on a les nécromanciens
Et ensuite, on a les Doomsayer également, avec leur masque de peste. J'ai toujours adoré les masques de peste, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça hyper charismatique. Ensuite, pour les autres composants, donc le plateau central, les paysans, les différents tokens que l'on voit ici de culte, de livret de sorts, etc., etc. Plein de tokens dans tous les sens. Des petits ossements également, parce qu'il faut être dans le lugubre au maximum, bien évidemment, vous l'aurez compris. Des petites gemmes pour les gouttelettes de sang, des enclumes, bref, pas mal de petits matos qui a l'air d'être plutôt bien produits. On est sur une qualité de production relativement haut niveau. Le livret de règles est téléchargeable ici, mais exclusivement en anglais pour l'instant en tout cas. Vous pouvez également le tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y aura aussi un insert pour loger la totalité des composants. Et apparemment, il y aura aussi, vous l'avez vu ici, un petit couvercle en plastique pour éviter que ça ne dégueule lorsque vous le mettez debout par exemple ou que vous le transportez. Donc ça, c'est plutôt sympatoche également. Masse de vidéos, mais il n'y en a qu'une seule en français. Bon, ceci dit, il y en a au moins une, c'est déjà quand même pas mal. Et en même temps, c'est tout à fait logique, me direz-vous, qu'elles viennent de Pug and Play. Bah oui, Meeple Pug, Pug and Play, ils ne pouvaient que collaborer. Et si mes souvenirs sont bons, Pug and Play avait déjà vu un prototype de leur précédent jeu. Parce que oui, je m'en souviens maintenant. Je m'en rappelle maintenant, j'ai oublié de le mentionner, mais Meeple Pug, ceci dit, je crois que c'était pas affiché tout à l'heure. Oui, c'est pas affiché. Mais sur Kickstarter, donc avant de faire la bascule sur GameFound comme beaucoup d'éditeurs, ils avaient fait une campagne sur Kickstarter pour un jeu qui s'appelait Age of Inventors, si mes souvenirs sont bons, qui était beaucoup plus classique, beaucoup plus classique, qui avait l'air d'être très sympa, que je n'avais pas backé, mais que j'aimerais beaucoup tester un jour. On verra. Mais du coup, sachez-le, ils avaient pondu un autre jeu pour lequel c'était du coup Pug and Play, c'est ça, Pug and Play avait déjà eu un proto à l'époque. Ceci dit, je ne sais pas si c'est seulement parce que ça n'apparaît pas sur la page de campagne ici, mais les reviews ou les vidéos de gameplay également sont toutes en anglais et la seule vidéo de Pug and Play, oui c'est ça, de Pug and Play, donc en français, c'est un unboxing. Donc le seul vidéo en français qu'on a sur la page de campagne, c'est le truc le moins intéressant possible. C'est quand même vachement dommage. Donc peut-être, allez checker, hein, j'ai pas vérifié moi-même, j'aurais dû aller vérifier sur la page de Pug and Play pour voir si potentiellement il y aurait aussi une vidéo de gameplay ou de review ou que sais-je encore sur Dark Blood. Parce que si c'est juste obtenir un proto pour en faire un unboxing, c'est quand même un peu dommage. Le shipping. Canada 29 à 34 €. Ensuite, Union Européenne pour ce qui est de la Belgique ou encore de la France, c'est 14 à 19. Donc c'est quand même relativement accessible en termes de frais de port. Il en va de même pour la Suisse peut-être non, pas du tout. La Suisse, où est-elle? Elle est ici. Ouh, 34,39, c'est pas du tout le même prix. Ouais, ça pique un petit peu. Et puis pour nous au Japon, 32,37, ça pique aussi pas mal. Donc voilà, je crois que j'ai fait après le tour. La timeline, ça devrait théoriquement être livré pour la fin de mai 2025. Cette fois-ci, j'ai fait le tour pour ce qui est donc de Dark Blood, actuellement sur GameFound. 1600 backers, 10 jours avant la fin de la campagne et déjà 200 000 € d'engrangés. La campagne se porte très très bien et le jeu est vraiment convaincant pour ce qu'il semble en tout cas être en mesure de proposer, pour ce qui est donné à voir sur la campagne. Le jeu a l'air d'être assez séduisant. Bon, la thématique ne parlera pas à tout le monde très clairement, mais je la trouve plutôt intéressante. Ça a l'air d'être fortement thématique. Fortement asymétrique, donc ça me plaît bien sur le papier. De là à aller backer, il y a un pas. Est-ce que je le franchirai ou non? Pour l'instant, je ne sais pas. Il me reste 10 jours pour réfléchir. On verra aussi les autres campagnes qui arrivent dans le même temps. Il y aura notamment en début juillet, ça a été annoncé assez récemment, la nouvelle campagne de Ivy Studio pour un jeu de placement d'ouvriers dans l'univers de Moonrakers. Ça a l'air quand même pas mal intéressant ça aussi. Donc bon, on verra bien, on va peser le pour et le contre, mais c'est vrai qu'en tout cas Dark Blood est assez intéressant sur le papier, et en plus il y a une VF. Voilà donc pour ce qui est de Dark Blood, et c'est tout également pour le menu crowdfunding de ce 16 juin 2024. Du coup, j'ai rien de spécial à ajouter. Ah si, j'allais oublier, alors qu'en fait, quand même, intéressant, pendant la vidéo, j'ai reçu ceci aujourd'hui même. Hop. Alors VFI Asia, ça vous parlera pas forcément parce que vous êtes certainement en France, en Belgique, au Canada, que sais-je, mais VFI, c'est l'entreprise qui se charge de la livraison des KS pour la zone Asie, en général en tout cas, pas toujours, mais en général oui. Donc, une fois n'est pas coutume, sur la chaîne des Ludovores, on ne fait pas de unboxing, mais
je peux faire de l'unboxing de box qui contiennent une box. Ça, c'est novateur. Hein. Non, en fait, c'est juste pour vous montrer de quel jeu il s'agit, parce que c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps, que j'avais backé en 2023. Donc, si vous avez suivi la vidéo de notre récapitulatif des bacs de 2023 avec Xavier et avec Nyx, vous aurez déjà entendu parler de ce jeu. Donc, je sors les ciseaux. Ça va faire du bruit, mais c'est pas grave, je vais essayer de meubler un petit peu en même temps, histoire que vous ne vous ennuyez pas trop. Attention, ça va faire du bruit là aussi, j'ouvre, voilà. J'aurais dû couper aussi plutôt que de faire péter le scotch. Ça aurait évité de faire un bruit très désagréable au micro, j'imagine. Toc, voilà. 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 Et donc, hop, on sort le truc. Avez-vous déjà deviné? Voyez-vous à travers le papier plastoc qui protège? Ah oui, ça vous laisse déjà entrevoir pas mal l'illustration. Je pense que vous voyez à moitié le titre. Il s'agit donc, vous l'aurez peut-être deviné si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, de Weirdwood Manor, un petit jeu coopératif. Enfin, je sais pas pourquoi je dis petit jeu à chaque fois. C'est un gros jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs avec une DA que j'avais trouvé vraiment super, super sympatoche, avec un matos vraiment très classe, en particulier provenant d'un primo-éditeur qui fait partie aussi de... Enfin, qui fait partie, dont je défends le jeu pour la localisation. Je suis en charge du jeu pour la localisation, mais le truc c'est que les coûts de production coûtent assez cher pour celui-ci, et pour l'instant on n'a pas réussi à trouver de VF. Je vais trouver une version chinoise, je vais trouver une version russe, tchèque, si mes souvenirs sont bons aussi, mais pas encore pour le français, parce que ils sont un peu frileux, les éditeurs français, sur Weirdwood Manor. Donc on va certainement à terme en faire une vidéo, que vous aviez moi-même, si en tout cas le jeu nous plaît bien. Peut-être qu'on en fera aussi une explique partie, on verra bien. Mais voici donc Weirdwood Manor. Et j'irai pas plus loin parce qu'on fait pas d'unboxing sur la chaîne. Mais voilà, c'est un jeu que j'attendais depuis belle lurette. Et du coup je suis très content de le recevoir enfin avec ce plateau ici que vous voyez, avec 3 parties rotatives qui représentent les étages d'un manoir, une sorte de manoir hanté on va dire. Et donc ça va être amené à effectuer des rotations. On aura des boss asymétriques, on aura des héros asymétriques eux aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de me plonger un petit peu dans les règles et de tenter une première partie avec Xavier peut-être la semaine prochaine, on espère, on verra bien. Voilà donc pour le menu crowdfunding. Je vois que je commence à luire un petit peu parce que la transpiration fait son effet, il fait chaud. Donc on va finir mon petit verre d'eau tranquillement et puis vous souhaiter une bonne fin de week-end, une bonne semaine, une bonne continuation. Bref, jouez bien, portez-vous bien, prenez surtout soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et à la prochaine.